Il existe dans les marges de notre monde des énigmes qui se dérobent à la raison, des récits gravés dans la mémoire des peuples, des phénomènes observés mais jamais compris, des lieux où l'air lui-même semble chargé d'un secret trop ancien pour être révélé. Ces mystères ne cherchent ni gloire ni explication. Ils persistent, muets, dans l'ombre des certitudes humaines. Certains prennent la forme d'artefacts impossibles, d'autres se cachent dans les interstices du temps ou se dissimulent dans la profondeur des océans. Ils rappellent que notre savoir, si vaste qu'il paraisse, demeure fragile, et dans cette fragilité naît l'étrange beauté de l'inconnu. Un appel discret, presque inaudible, qui nous invite à regarder plus loin que la lumière des réponses. Il y a, dans les confins du monde et dans la mémoire des hommes, des sons qui ne devraient pas exister. Des voix qui s'élèvent dans des lieux déserts, des paroles murmurées dans des langues inconnues, des messages inscrits dans l'air comme si une main invisible cherchait à communiquer depuis l'obscurité. Ces voix venues d'ailleurs n'ont jamais trouvé d'explication satisfaisante. Elles sont enregistrées par des machines, décrites par des témoins, parfois étudiées par des chercheurs. Mais toujours elles échappent. Elles entendent les nuits, se glissent pendant les interférences des ondes, se mêlent au silence des profondeurs. Au début du XXe siècle, les premières radios révélèrent des surprises inquiétantes. Les opérateurs captaient en des bribes de voix sans origine identifiable. Les signaux semblaient en provenir de nulle part, surgissant au milieu des transmissions claires et codées. Des mots incomplets, parfois des phrases entières, souvent dans une langue que personne ne pouvait reconnaître. On les appela plus tard les signaux fantômes. Certains ingénieurs pensaient à des interférences lointaines, rebondissant sur l'ionosphère. Mais l'étrangeté persistait. Pourquoi ces voix semblaient-elles posséder une intonation humaine, une structure presque intelligible et pourtant impossible à rattacher à une source précise ? En 1977, un astrophysicien américain du nom de Jerry Ehman enregistra un signal étrange capté par le radiotélescope Big Ear à l'université de l'Ohio. Ce signal extrêmement puissant et concentré dura 72 secondes. Il ressemblait à un appel venu de très loin, une fréquence ordonnée qui ne pouvait pas être confondue avec le bruit de fond habituel de l'espace. Ehman, troublé, écrivit simplement « Wow, dras sammitus di volaier » dans la marge de la feuille de données. Depuis, on le connaît sous le nom de « Wow Signal ». Personne ne l'a jamais entendu de nouveau. Certains y voient un hasard cosmique, une émission naturelle encore mal comprise, d'autres y perçoivent l'empreinte d'un message. Mais les voix venues d'ailleurs ne se limitent pas au ciel. Dans les profondeurs de la Terre et des mers, d'autres sons résonnent. En 1997, les microphones de la NOAA, l'Agence américaine d'observation océanique, détectèrent un bruit colossal dans l'océan Pacifique. On l'appela le BLOP. Il était si puissant qu'il fut enregistré par des capteurs distants de plus de 5000 km. Pourtant, aucune créature connue ne pouvait produire un tel son. Les scientifiques supposèrent d'abord qu'il pouvait s'agir d'un gigantesque iceberg se fracturant. Mais d'autres relevèrent dans le spectre sonore une signature proche de celle d'un animal vivant. Aucun être marin, pas même la plus grande des baleines, ne pourrait atteindre une telle intensité. Le mystère demeure, porté par la rumeur des abysses. Dans les archives de l'ethnographie, on retrouve aussi des récits de voix surgissant dans des lieux où nul ne devrait parler. En Amérique du Sud, certains explorateurs du XIXe siècle racontèrent avoir entendu des chants dans des jungles désertes, des mélodies qui semblaient flotter entre les arbres, s'interrompant brusquement lorsque les voyageurs tentèrent d'approcher. En Sibérie, dans la toundra gelée, des chasseurs prétendaient parfois percevoir des conversations dans l'air, comme si un camp invisible se tenait à quelques pas d'eux. Rien pourtant n'était là, juste le vent glacial et le silence. À partir des années 1950, une discipline étrange commença à émerger, la transcommunication instrumentale. Des chercheurs, des ingénieurs, mais aussi des passionnés se mirent à enregistrer des bruits de fond, des fréquences pantiles blanches, des interférences par nos radios. Dans ces parasites, certains affirmaient en percevoir des voix. Parfois des mots clairs, parfois des phrases énigmatiques. Le chercheur Konstantin Rodiv en fit des milliers d'enregistrements. Il en publia une partie, convaincu que des entités tentaient de communiquer. Était-ce une illusion de l'oreille humaine, toujours en quête de sens ? Était-ce le cerveau qui reconstituait des sons chaotiques en langage ? Ou bien ces murmures portaient-ils réellement un message ? Les voix mystérieuses de Loft se logent aussi dans des lieux chargés d'histoire.
Dans certaines ruines, des témoins affirment avoir entendu des chants, des pas, des invocations. Les archéologues Fewlater qui fouillaient vers la cité de Teotihuacan, au Mexique, rapportèrent parfois des sons étranges résonnant dans les tunnels. Les couloirs creusés il y a des siècles semblent amplifier certains échos et les transformer en murmures. Mais certains bruits ne trouvaient aucune source visible, ni vent, ni présence, ni mouvement. Comme si les pierres elles-mêmes parlaient. Un autre mystère se glisse dans les enregistrements spatiaux. Les sondes voyagées, lancées à la fin des années 1970, envoyèrent envers la Terre des captations étranges des champs électromagnétiques. Transformés en sons audibles, ces signaux ressemblaient charnellement parfois à des chœurs, des plaintes ou des voix désincarnées. Bien sûr, il ne s'agissait que de traductions techniques, des vibrations cosmiques rendues audibles par des algorithmes. Pourtant, à les écouter, beaucoup avouent avoir ressenti le vertige d'une communication lointaine, comme si l'univers, à travers ces ondes, possédait un langage. Il existe aussi des lieux où les voix demeurent inexplicables malgré des études précises. Dans une maison de Suède, dans les années 1920, une famille s'entendit régulièrement des voix résonner dans les murs. Des enquêteurs furent d'abord dépêchés, ils enregistrèrent eux-mêmes des conversations venues de nulle part. Les explications rationnelles en conduit sonore, voisinage, canalisation, furent explorées sans succès. Les voix continuaient quand même parfois familières, parfois étrangères. Elles semblaient de répondre, mais jamais assez clairement pour constituer un dialogue. L'affaire tomba dans l'oubli, mais les enregistrements persistent encore aujourd'hui, énigmatiques. Ces voix venues d'ailleurs ne se contentent pas de hanter l'oreille. Elles imprègnent l'imaginaire collectif. Dans les littératures anciennes, elles apparaissent comme des messagers, des présages, des échos divins. Dans l'Odyssée, Homère décrit des chants séduisants venus des sirènes appelant les marins vers la perte. Dans les traditions scandinaves, certains bruits ressortis dans le vent étaient considérés comme des avertissements des esprits. Ces récits, s'ils n'apportent pas d'explication, rappellent que l'humanité, depuis ses origines, a toujours entendu des voix dans le silence du monde. Aujourd'hui encore, les chercheurs enregistrent des sons étranges dans les coins les plus reculés. Dans l'Arctique, certains capteurs captent des bourdonnements persistants, entendus aussi par des habitants d'îles isolées. En Amérique du Nord, le phénomène du Taos intrigue depuis des décennies. Un grondement sourd, perçu par une minorité de personnes dans certaines villes, sans qu'aucune source mécanique ou naturelle n'ait jamais été identifiée. Ce n'est pas une voix claire, mais c'est une présence sonore, insaisissable, qui s'impose à l'oreille de quelques-uns seulement. Toutes ces énigmes convergent vers une même sensation. Il existe des voix qui échappent à notre compréhension. Qu'elles soient issues de phénomènes physiques inconnus, de création de notre esprit, ou d'une communication qui nous dépasse, elles persistent comme des cicatrices sonores dans le réel. Elles rappellent que le monde ne se résume pas à ce que nous voyons et que même dans l'air le plus calme, il peut y avoir des mots qui ne s'adressent à personne. Parmi tous les objets qui défèrent la raison, il en est un qui se dresse comme une énigme obstinée depuis des siècles, un livre dont nul ne comprend la langue, ni même l'origine. On l'appelle aujourd'hui le manuscrit de Voynich, d'après le libraire qui l'acheta au début du XXe siècle. Mais son histoire remonte bien plus loin, jusqu'au cœur du Moyen-Âge. Relié en parchemin, couvert d'une écriture fluide et régulière, ce volume demeure fermé à l'intelligence humaine. Chaque page est une question, chaque signe une énigme. Et depuis des générations, il résiste à toute tentative d'explication. L'écriture qui emplit ces feuillets ne ressemble à aucune autre. Les caractères s'alignent avec une précision presque mécanique, comme si un système complexe avait tant été conçu puis oublié. Ce n'est ni du latin, ni du grec, ni de l'hébreu. Aucun alphabet connu ne s'en rapproche réellement. Pourtant, la disposition des lettres semble suivre une logique, répétition, structure, rythme, comme si le texte obéissait à une grammaire, mais une grammaire que personne ne possède. Les linguistes y ont vu la preuve d'une langue authentique, peut-être disparue. D'autres y soupçonnent une supercherie, un code inventé de toutes pièces pour tromper. Mais quelle ruse pourrait tenir si longtemps sans jamais trahir une incohérence ? Au fil des siècles, le manuscrit a changé de main, glissant de bibliothèque en bibliothèque comme un fardeau incompris. On sait qu'il appartint un temps à l'empereur Rodolphe II du Saint-Empire, à Prague au XVIe siècle. L'empereur, passionné par les sciences occultes et les merveilles étranges, aurait payé une fortune pour acquérir ce livre mystérieux. Il croyait, dit-on, qu'il contenait des secrets alchimiques,
peut être la clé de la transmutation des métaux ou de la vie éternelle. Mais ni lui ni ses savants ne purent jamais en tirer une signification claire. Les illustrations qui accompagnent le texte ajoutent au mystère. Certaines pages regorgent de plantes inconnues, aux formes étranges, mi-familières, mi-imaginaires. Aucune classification botanique ne les reconnaît. Les spécialistes ont cherché des correspondances au coin. Peut-être s'agit-il de plantes disparues ou de représentations stylisées. Mais les détails sont trop précis pour être de simples inventions et trop incohérents pour correspondre à la flore réelle. D'autres pages montrent des femmes nues, baignées dans des cuves, reliées par des canaux sinueux qui semblent évoquer des systèmes organiques ou peut-être des constellations. Ces semaines troublantes paraissent suggérer une science du corps ou du cosmos, mais rien n'est explicite. On y devine des cosmologies oubliées, des médecines perdues, ou bien un imaginaire clos, sans équivalent. Les cryptographes modernes se sont penchés sur l'ouvrage avec une ardeur nouvelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les spécialistes du déchiffrement, qui brisaient en rare les codes militaires les plus complexes, tentèrent dans leur chance. Mais le manuscrit resta muet. Les modèles statistiques de la distribution des mots montraient une structure trop régulière pour être du hasard, mais trop étrange pour correspondre à une langue connue. Chaque tentative d'interprétation se heurtait à un mur. Les plus grands cerveaux du décryptage, habitués aux codes humains, semblaient désarmés devant ce langage silencieux. Au XXIe siècle, l'informatique et l'intelligence artificielle furent appelées à la rescousse. Des algorithmes comparèrent les séquences du texte à des centaines de langues, vivantes et mortes. Certains résultats suggérèrent des ressemblances avec des idiomes rares comme le nahuatl ou certaines langues asiatiques anciennes, mais aucune correspondance définitive n'émergea. Le manuscrit demeura en équilibre fragile entre authenticité et illusion, entre message et mirage. Certains chercheurs osent penser qu'il ne s'agit pas d'un texte à lire, mais d'une expérience graphique, une œuvre créée pour imiter l'apparence du savoir sans rien contenir de réel. Une imposture peut être destinée à impressionner un mécène avide de secrets. Mais si tel était le cas, pourquoi tant de rigueur ? Pourquoi tant de constance, de régularité et de soin dans une tromperie qui n'aurait trompé que quelques yeux pendant un instant ? D'autres estiment que le manuscrit pourrait être une langue construite, inventée comme un code privé par un esprit singulier. Un monde écrit pour lui seul, une langue intime devenue incompréhensible une fois son créateur disparu. Et pourtant, au-delà des hypothèses, une fascination persiste. Le manuscrit semble posséder une volonté propre. Ceux qui l'étudient parlent d'une étrange impression, comme si le livre ne voulait pas être compris, comme si chaque tentative de l'approcher se dissolvait dans l'incohérence. Le texte demeure lisse, intact, jamais fissuré par une explication convaincante. C'est un objet clos, une énigme qui protège son secret avec une patience inhumaine. Le mystère s'épaissit encore lorsqu'on s'intéresse aux pigments, aux encres, aux matériaux. Les analyses de scientifiques révèlent que le parchemin date bien du début du XVe siècle, autour de 1404 à 1438. Il n'est donc pas un faux moderne. Les encres, elles aussi, correspondent à l'époque médiévale. Tout laisse croire que ce livre fut fabriqué avec sérieux, et non comme un canular tardif. Chaque détail matériel confirme son authenticité, mais aucune clé n'apparaît pour le comprendre. Au fil du temps, des traductions prétendues ont fleuri. Certains y ont vu un traité d'herboristerie, d'autres un guide alchimique, d'autres encore une cosmologie mystique. Chaque fois, l'interprétation s'écroule devant la masse des pages récalcitrantes. Aucune cohérence ne résiste à l'épreuve. Ce que le livre semble donner d'une main, il le retire aussitôt de l'autre. On raconte que certains lecteurs auraient éprouvé, face au manuscrit, un malaise difficile à décrire. Non pas une peur immédiate, mais une impression subtile d'étrangeté, comme si l'ouvrage n'avait pas été écrit pour des yeux humains, comme si la langue qu'il porte appartenait à une intelligence voisine, mais autre, une langue conçue avec une logique étrangère, impossible à partager. On ne lit pas vraiment ce manuscrit, on y bute, on y erre comme devant une porte qui s'entr'ouvre à peine. Le manuscrit de Voynich est aujourd'hui conservé à l'université Yale, à la bibliothèque Beinecke. Des chercheurs viennent du monde entier pour l'examiner. On le photographie, on le numérise, on l'analyse sous toutes ses coutures. Mais malgré cette proximité nouvelle, il garde son secret. Le manuscrit reste ce qu'il a toujours été, un texte qui ne parle à personne. Et dans ce silence persistant, il semble nous rappeler quelque chose de plus vaste. Que tout langage n'est pas forcément pour nous, que certaines écritures peuvent exister sans destinataire humain. Chaque fois que l'on ouvre ces pages, l'on entre dans un territoire étranger,
un espace de signes qui ne livre aucune prise. Ce n'est pas seulement un livre à déchiffrer, mais une énigme à accepter. Car peut-être le mystère du manuscrit ne réside-t-il pas dans son contenu, mais dans son existence même, celle d'un objet écrit avec soin, porteur d'un message qui n'a pas besoin d'être compris pour continuer à troubler. Dans l'histoire humaine, certains êtres semblent s'être effacés comme des silhouettes retirées du monde, non pas dans le tumulte d'un accident ou la violence d'une guerre, mais dans un effacement plus étrange, une disparition sans trace, sans explication, comme si la réalité avait refermé ses portes derrière eux. Ces disparitions sans ombre jalonnent les chroniques, les archives policières, les récits de marins et de voyageurs. Elles nourrissent un vertige particulier, celui de songer qu'un être vivant, présent, tangible, puisse s'éclipser soudain, laissant derrière lui seulement des questions. Les océans, d'abord, semblent aimer ses absences. L'un des plus célèbres mystères est celui du navire Mary Celeste, retrouvé à la dérive en 1872 au large des Açores. Le bâtiment était intact, ses voiles en état, sa cargaison indemne. Mais l'équipage, lui, avait disparu. Nulle trace de lutte, nulle tempête ayant brisé la coque, rien qu'un vide soudain. Les cabines portées ont encore les marques de vie interrompues, des repas inachevés, des effets personnels rangés. Les hypothèses abondèrent, mutinerie, attaque, maladie foudroyante, mais aucune ne put rendre compte de ce silence parfait. Le Mary Celeste continue de flotter dans l'imaginaire comme un vaisseau fantôme, témoin d'une disparition absolue. Des disparitions individuelles marquent aussi les chroniques. En 1937, l'aviatrice Amelia Earhart, pionnière des airs, s'élança dans un tour du monde audacieux. Elle fut vue pour la dernière fois au-dessus du Pacifique, ses messages radio de plus en plus inquiets, sa voix de plus en plus faible. Puis plus rien. Ni son avion, ni son corps, ni la moindre pièce identifiable ne furent retrouvés avec certitude. Les recherches gigantesques ne donnèrent rien. Son nom devint une énigme. Était-elle tombée dans l'océan, engloutie dans une fosse abyssale, ou bien avait-elle atterri sur une île perdue avant de disparaître dans l'anonymat? Chaque piste se heurta au même mur, l'absence de preuves. Amelia Earhart demeure une présence paradoxale, mondialement connue et pourtant introuvable. Les terres, elles aussi, avalent parfois les hommes. Au Japon, au pied du mont Fuji, s'étend la forêt d'Aokigahara. Les habitants la surnomment la mer Tantillo, la mer d'arbres. C'est un lieu dense où la lumière se fait rare et où les boussoles perdent parfois leur nord. Depuis des décennies, des promeneurs s'y perdent, disparaissent, parfois volontairement. Les autorités retrouvent des traces, mais beaucoup se dissolvent dans l'épaisseur du bois. La forêt semble absorber les pas et les voix. Ceux qui en reviennent disent avoir senti une présence diffuse, une densité inhabituelle, comme si l'air lui-même retenait les êtres. Il existe aussi des disparitions collectives, plus étranges encore. Sur l'île de Roanoke, en Caroline du Nord, une colonie anglaise s'installa à la fin du XVIe siècle. Lorsque des navires revinrent quelques années plus tard, le lieu était désert. Les habitations, encore debout, semblaient en avoir été abandonnées en hâte. Aucun corps, aucune lutte, aucune trace de départ ordonné. Seule une inscription taillée dans un arbre. Croatoan. Était-ce le nom d'une île voisine, une direction, un signe? Nul ne le sait. Les colons de Roanoke s'évanouirent, laissant derrière eux un silence qui défie les archives. Certains cas touchent à des individus célèbres dont l'absence résonne davantage. Le 8 décembre 1900, sur l'île d'Ailean More, au large de l'Écosse, 3 gardiens de phare disparurent sans laisser d'indices clairs. Le phare, pourtant, fonctionnait. Le journal de bord mentionnait une tempête, mais rien ne justifiait que tous et l'un aient quitté leur poste. Leurs livres étaient renfodés défaits, leurs vêtements suspendus. Les secours ne trouvèrent donc que des traces confuses, interrompues, au bord d'une falaise. Les gardiens s'étaient-ils noyés, entraînés par une vague, ou bien leur absence obéissait-elle à une autre logique? Depuis, le phare est associé à l'idée d'un guet mystérieux, d'une veille interrompue par l'invisible. Dans l'histoire plus récente, certaines disparitions prennent des contours presque impossibles. En 1959, en Union soviétique, 9 randonneurs expérimentés périrent dans l'Oural, dans ce qui est devenu le célèbre incident du col Dyatlov. Leurs corps furent-ils retrouvés de manière étrange, certains en sous-vêtements dans la neige, d'autres présentant des blessures inexpliquées, comme si une force inhumaine avait frappé. Leurs tentes avaient été déchirées de l'intérieur, comme si la panique les avait poussés à fuir dans la nuit glaciale.
Aucun survivant ne put raconter. Les enquêtes oscillèrent entre avalanches, tests militaires secrets et phénomènes mystérieux. Mais aucune certitude ne vint dissiper l'étrangeté. Ici, la disparition ne fut pas totale, mais ce qui fut retrouvé était presque plus troublant que l'absence complète. Certaines histoires remontent encore plus loin, dans la mémoire des textes anciens. Dans la Bible, le patriarche Enoch disparut car Dieu le prit. Dans les mythologies celtes, des chevaliers entiers s'évaporent dans des brumes, happés par des royaumes invisibles. Ces récits, loin d'être des archives policières, nourrissent pourtant la même intuition. L'idée que le monde peut s'ouvrir et absorber les vivants. Les archives modernes regorgent d'affaires jamais résolues. En 1939, un homme nommé Lawrence Joseph Bader disparut lors d'une sortie de pêche sur le lac Erie, laissant derrière lui sa femme et ses enfants. Des années plus tard, il réapparut sous un autre nom, menant une vie complètement différente, sans souvenir apparent de son passé. Était-ce une fuite volontaire, une amnésie ou quelque chose de plus étrange ? L'homme semblait à la fois le même et un autre. Ici, la disparition ne fut pas totale, mais elle porta en elle un mystère d'identité, comme si la personne avait été remplacée. Même dans les lieux les plus surveillés, des absences défient mon l'entendement. Dans les années 1950, plusieurs avions militaires disparurent au-dessus du triangle des Bermudes. Les appareils, leurs équipages, tout sembla se volatiliser. Les recherches ne retrouvèrent ni débris ni carburant flottant. Ces disparitions alimentèrent l'idée d'un espace maudit, d'un couloir où le réel s'efface. Bien que nombre de ces récits attendent des explications partielles, mauvaises conditions météorologiques, instruments défaillants, il demeure une part qui échappe, une marge de silence que la raison ne comble pas. Ce qui fascine dans ces disparitions sans ombre n'est pas seulement l'absence des corps, mais l'absence de récits. Un être humain n'est pas seulement de la chair et du sang, il est une histoire, un fil tissé entre d'autres fils. Quand quelqu'un disparaît ainsi, c'est un morceau de narration qui s'interrompt brutalement, laissant derrière lui un vide que rien ne remplit. La mémoire des proches sortants se transforme en attente infinie, en hypothèse jamais refermée. Le mystère n'habite pas seulement le lieu de la disparition, mais la vie de ceux qui restent. Et il y a ces moments particuliers, rapportés par les témoins, où l'absence elle-même semble palpable. Des proches disent de parfois avoir ressenti une dissonance, une impression que la personne s'était effacée avant même d'être déclarée disparue, comme si le monde déjà avait commencé à l'effacer. Cette sensation intime rejoint le vertige universel. L'idée que la réalité n'est pas immuable, que nous marchons sur une surface fragile où un faux pas peut conduire non pas à la mort, mais à la disparition pure. Depuis la nuit des temps, les hommes lèvent les yeux vers les hauteurs et y trouvent des éclats qui ne devraient en pas être là. Non pas les astres réguliers, ni les comètes au retour prévisible, mais des lumières mouvantes, fugitives, imprévisibles, qui dansent en eux sur la voûte comme des messagères inconnues. Ces lumières errantes présentent troublent par leur silence, elles apparaissent, se déplacent, s'éteignent, sans jamais livrer une intention claire. Elles forment un des mystères les plus persistants de l'humanité, inscrits dans les récits des anciens comme dans les archives modernes. Déjà dans les chroniques antiques, des phénomènes lumineux sont rapportés avec gravité. En l'an 74 avant notre ère, selon l'historien romain Plutarque, une sphère de feu apparut dans le ciel entre les armées de Rome et de Mithridate en Asie mineure. Les soldats, saisis d'effroi, interrompirent sur le combat, fascinés par ce globe flamboyant qui se déplaçait lentement. Était-ce un signe des dieux, une météorite enflammée, ou bien une manifestation d'une autre nature ? Le texte conservé à travers les siècles ne fait que transmettre l'étonnement. Au Moyen-Âge, de nombreux moines consignèrent dans leurs manuscrits des visions de cieux traversés par des globes lumineux. Les chroniques anglaises du XIIe siècle décrivent des roues de feu flottant au-dessus des villages. Dans certaines traditions scandinaves, on évoque des colonnes lumineuses, semblables à des lances, se mouvant dans les nuages. Bien avant que la science n'observe les aurores boréales, ces spectacles étaient perçus comme des avertissements, des présages. Les lumières dans le ciel n'étaient jamais neutres, elles venaient troubler l'ordre du monde. Avec l'essor de l'exploration maritime, de nouveaux témoins rapportèrent ces lueurs énigmatiques. Les marins, isolés sur les étendues noires de l'océan, voyaient surgir des globes lumineux qui semblaient en suivre les navires ou flotter au loin. Certains parlaient de feu de Saint-Elme, ces décharges électriques qui illuminent parfois les mâts en pleine tempête.
mais d'autres récits échappèrent à cette explication. Des lueurs mouvantes, indépendantes des orages, apparaissaient dans les cieux dégagés. Elles semblaient observer, parfois accompagner les embarcations pendant des heures. Au XXe siècle, avec la multiplication des avions et des radars, les lumières du ciel prirent une ampleur nouvelle. En 1947, le pilote américain Kenneth Arnold déclara avoir vu, près du mont Rainier, 9 objets brillants filés en formation. Il décrivit leur mouvement comme celui de soucoupes ricochant sur l'eau. Son témoignage marqua le début d'une ère, celle des observations modernes d'objets volants non identifiés. À partir de là, les récits se multiplièrent à travers le monde. Des sphères, des triangles, des lumières vives traversaient le ciel sans bruit, défiant parfois la vitesse et les trajectoires des appareils connus. Les archives militaires recèlent elles aussi de tels récits. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes alliés rapportaient des phénomènes lumineux étranges qu'ils baptisèrent « Foo Fighters ». Ces sphères incandescentes semblaient suivre leurs avions, parfois en escadrille. Elles ne tiraient en pas, ne communiquaient en pas, se contentant d'accompagner comme des présences silencieuses. Ni l'Axe ni les Alliés ne revendiquèrent jamais ces apparitions. Les pilotes, aguerris, juraient qu'il ne s'agissait pas d'illusions. Ces lumières de guerre restent l'un des grands mystères aériens. Mais toutes les lumières étranges ne se situent pas dans l'altitude des avions. Certaines se manifestent près du sol dans des paysages isolés. Au Texas, dans la région de Marfa, des témoins aperçoivent depuis le XIXe siècle des sphères brillantes flotter au-dessus du désert. Parfois rouges, parfois blanches, elles apparaissent par groupes, se séparent, se rejoignent. Les observateurs les voient danser, se multiplier, puis disparaître soudainement. Les explications oscillent entre mirages atmosphériques, gaz naturels et phénomènes électriques. Mais aucune étude n'a pu rendre compte de la constance des témoignages sur plus d'un siècle. Un autre lieu chargé de mystère se trouve en Norvège, dans la vallée d'Esdalen. Depuis les années 1930, les habitants observent régulièrement des lueurs étranges. Ces lumières variant, parfois de petites sphères, parfois de grandes masses lumineuses, suspendues plusieurs minutes dans le ciel. Dans les années 1980, les observations se firent si fréquentes que des chercheurs installèrent des instruments pour surveiller le phénomène. Les radars et les capteurs confirmèrent la présence d'anomalies lumineuses. Certains relevés détectèrent quand même des signatures électromagnétiques inhabituelles. Mais encore une fois, le mystère demeure. Aucun modèle scientifique simple ne parvient à expliquer pleinement ces manifestations. Au-delà des témoignages visuels, certains phénomènes lumineux semblent se mêler à des sons étranges. Dans certaines plaines américaines, des habitants racontent avoir vu des lueurs basses dans le ciel, accompagnées de bourdonnements ou de grondements sourds, comme si la lumière elle-même portait une vibration. Dans d'autres cas, les lumières surgissent sans bruit, défiant la logique physique des objets matériels. Cette absence sonore contribue à leur étrangeté, une masse visible, mouvante et pourtant muette. La science, avec prudence, propose des pistes. Des phénomènes atmosphériques rares comme les plasmas pourraient expliquer certaines lueurs. Les décharges électriques dans l'air, les mirages dus à des couches de température, les reflets de sources lointaines. Dans quelques cas, ces explications suffisent. Mais beaucoup d'observations résistent, par leur durée, leur mobilité, leur interaction apparente avec les témoins. Là où l'explication s'épuise, demeure le silence des faits. Il existe aussi une dimension symbolique dans ces lumières. Elles sont souvent perçues comme des signes, des messages. Les peuples anciens les associaient à des dieux, des esprits, des présages. Aujourd'hui, beaucoup les relient à l'idée d'une intelligence extérieure, d'une présence venue d'ailleurs. Entre superstition et hypothèse cosmique, les lumières continuent d'incarner l'autre, ce qui échappe à la Terre. Des archives montrent que même les institutions les plus rationnelles ne peuvent les ignorer. Dans les années 1950 et 1960, l'armée américaine étudia systématiquement les observations dans le cadre du Project Blue Book. Des milliers de cas furent examinés. La majorité trouva des explications banales, avions, ballons, planètes, illusions. Mais un pourcentage restait irréductible, classé comme inconnu. Ces inconnus étaient souvent les plus troublants. Multiples témoins, corroborations radars, comportements impossibles à attribuer à des technologies connues. Et il y a ces histoires plus intimes, vécues par des gens ordinaires.
des voyageurs racontent avoir vu, sur des routes désertes, des sphères lumineuses flotter à quelques mètres du sol. Des agriculteurs décrivent des lueurs dans leurs champs, immobiles, qui s'éteignent à leur approche. Dans les villages, certains affirment avoir suivi des lumières pensant qu'il s'agissait de lanternes, pour se perdre ensuite dans des lieux inconnus. Ces récits, si nombreux, construisent un tissu dense de mystères, tissé dans le quotidien. L'étrangeté des lumières ne tient pas seulement à leur présence, mais à leur nature insaisissable. Elles n'appartiennent ni totalement à la matière, ni tout à fait à l'illusion. Elles oscillent entre le visible et l'impossible. Leur apparition rappelle que le ciel n'est pas seulement un décor fixe, mais un espace mouvant où se glissent en soi des présences imprévues. Elles interrogent aussi notre rapport au réel, car chaque lumière observée sans explication nous force à admettre la limite de nos savoirs. Nous pouvons scruter, mesurer, enregistrer, et pourtant ne pas comprendre. Ces lueurs errantes ne sont pas seulement des phénomènes physiques, elles sont des miroirs de notre ignorance, des rappels silencieux que l'univers est plus vaste que nos théories. Ainsi, de l'Antiquité à nos jours, les lumières dans le ciel n'ont cessé de troubler. Ni pleinement naturelles, ni totalement surnaturelles, elles se tiennent à la frontière. Frontière fragile où se rencontrent la science, l'imaginaire et l'inconnu. Chaque observation ajoute une pierre au mystère sans jamais l'achever. Et dans cette persistance se trouve leur véritable pouvoir. Elles continuent d'errer, insaisissables, comme des échos lumineux dans la nuit du monde. Il existe, au fond des mers et dans les eaux tranquilles des lacs, des pierres qui racontent des histoires impossibles, des murailles brisées, des colonnes couchées, des rues effacées puis par les marées. Certaines cités, jadis vivantes, semblent avoir glissé sous les flots comme si le temps lui-même avait choisi de les retirer du monde visible. Les cités englouties, qu'elles soient légendaires ou attestées par les archéologues, sont autant de portes entr'ouvertes vers un passé incertain. Leurs échos, muets mais persistants, résonnent encore dans l'imaginaire humain. La plus célèbre demeure celle dont on parle depuis l'Antiquité, l'Atlantide. Platon, dans le Timée et le Critias, en dessine les contours. Il décrit une île immense, prospère, organisée en cercles concentriques où les temples et les palais brillaient d'orichalque, un métal inconnu, une société puissante avancée, mais qui aurait sombré dans l'océan en une seule nuit et un seul jour de malheur. Platon présentait ce récit comme une leçon philosophique, un exemple de la décadence d'une civilisation orgueilleuse. Pourtant, au fil des siècles, l'Atlantide est devenue plus qu'une parabole. Des générations d'explorateurs l'ont cherchée, au-delà des colonnes d'Hercule, dans l'Atlantique, en Méditerranée, jusqu'aux confins des océans. Chaque découverte sous-marine d'un mur ou d'une colonne suscite la même question. S'agirait-il de la cité perdue ? Mais l'Atlantide n'est pas la seule voie des profondeurs. En Grèce, au large de la Laconie, se trouve la ville engloutie de Pavlopétrie. Datée d'environ 5000 ans, elle gît sous 3 à 4 mètres d'eau, ses rues encore visibles, son plan urbanistique reconnaissable. On distingue les fondations de maisons, des bassins, des routes tracées avec soin. Cette cité disparut probablement à cause d'un tremblement de terre ou d'un glissement de terrain. Là, contrairement au mythe, les plongeurs arpentent une ville réelle figée dans l'onde. Pavlopétrie prouve que les légendes ne sont pas toujours nées du néant. Des cités ont bel et bien disparu sous la mer, victimes de la géologie et du temps. En Égypte, près d'Alexandrie, repose une autre énigme, la ville de Tonis Héracléon. Longtemps mentionnée dans les textes anciens, elle était considérée comme un mythe. Puis, au début des années 50-2000, les archéologues de sous-marins mirent au jour ces ruines, englouties depuis plus d'un millénaire. On y retrouva des statues colossales, des temples, des inscriptions. La cité avait été un port florissant, un lieu sacré dédié à Osiris, avant qu'un enchaînement de catastrophes naturelles, séismes, liquéfaction du sol, ne l'engloutissent. Aujourd'hui encore, ces vestiges dorment sous une couche de sable marin, comme une mémoire étouffée qui refait surface par fragments. Dans les profondeurs de la mer de Chine orientale, une autre ville attire l'attention, Xicheng, la cité du lion. Fondée au IIe siècle, elle fut volontairement engloutie en 1959 lors de la construction d'un barrage. Mais contrairement aux cités antiques, elle reste étonnamment intacte. Ses arches, ses ruelles pavées, ses bas-reliefs reposent désormais sous 40 mètres d'eau, préservés de l'érosion du Vence. Les plongeurs qui la visitent parlent d'une impression irréelle. Marcher dans une ville morte, encore dressée, mais peuplée seulement de poissons. Xicheng n'est pas un mythe.
c'est une cité suspendue, figée dans un sommeil aquatique. Les lacs, eux aussi, gardent leurs secrets. Au Pérou, dans le lac Titicaca, des plongeurs ont découvert des ruines qui semblent appartenir à une civilisation pré-inca. Temples, routes, terrasses agricoles reposent sous les eaux limpides du haut plateau andin. Les légendes locales évoquaient déjà une cité sacrée disparue dans ce lac. Les fouilles récentes confirment que ces récits ne relevèrent pas seulement de l'imaginaire. Les pierres parlent encore, même sous la surface. Au Japon, un mystère persiste au large de l'île de Yonaguni. En 1987, un plongeur découvrit ce qui semble être une gigantesque structure taillée avec des terrasses, des escaliers, des plateformes. Certains y voient les ruines d'une ville engloutie, vestige d'une civilisation oubliée de plus de 10 000 ans. D'autres affirment qu'il s'agit d'une formation géologique naturelle, sculptée par les courants. Pourtant, les angles droits, les surfaces planes, les formes monumentales laissent planer le doute. Yonaguni oscille entre géologie et architecture, entre hasard et mémoire humaine. Chaque continent porte ses récits de cités englouties. En Bretagne, les légendes évoquent Ancraès, une ville bâtie au bord de l'océan, protégée par des digues. On dit qu'elle fut submergée par les flots à cause d'une faute ou d'une trahison. Aujourd'hui encore, les marins prétendent entendre les cloches de Hidn résonner sous les vagues, comme si la cité appelait à être rappelée. Dans les traditions celtiques, la mer garde toujours un prix à réclamer, et ce prix est parfois une ville entière. En Inde, près de la ville de Dwarka, des vestiges sous-marins révèlent l'existence de structures anciennes, reliées à une cité mentionnée dans le Mahabharata. Des murs, des rues pavées, des objets remontés des profondeurs datées de plusieurs millénaires. Ici, le mythe et l'archéologie se rejoignent. Une cité vénérée dans les textes sacrés semble bien avoir eu une réalité physique, avant de disparaître dans les flots. Les cités englouties exercent une fascination particulière parce qu'elles renvoient à l'idée d'un monde effacé mais pas perdu. Là où une maison en ruine s'effondre et disparaît dans la poussière, les cités sous-marines demeurent intactes, suspendues. Elles sont présentes mais inaccessibles. Leur silence est d'autant plus troublant qu'elles semblent intactes sous leur voile d'eau. Elles sont comme des souvenirs solides que l'on peut presque toucher, mais qui nous échappent dès que l'on remonte à la surface. Elles évoquent aussi une peur profonde, celle de la fragilité de nos civilisations. Car si des villes entières, jadis prospères, ont pu être effacées si brutalement, que reste-t-il de notre propre permanence ? L'eau ne fait pas de distinction entre le marbre et la boue, entre la gloire et l'oubli. Chaque cité engloutie est un rappel que la terre elle-même peut trahir ses habitants, que le sol stable peut se liquéfier, que l'océan peut reprendre ce qu'on lui avait pris. Les échos de ces cités disparues résonnent non seulement dans les profondeurs, mais dans les récits que nous continuons à tisser autour d'elles. Leurs cloches imaginaires, leurs rues de l'île noyée, leurs temples effondrés composent une musique silencieuse, faite pour troubler la mémoire. Elles se tiennent entre deux mondes, le réel et le mythe, l'histoire et la légende. Chaque plongeur qui en contemple les vestiges devient le témoin d'un passé que le monde avait choisi d'oublier, mais que la mer conserve jalousement. Il existe des mélodies saint-anodins qui semblent s'en venir de nulle part, des chants qui flottent sans auteur, des harmonies que personne n'avoue avoir écrites. Elles se glissent dans la mémoire humaine comme des intruses invisibles, se gravant dans des esprits endormis, se manifestant dans des lieux où aucun instrument n'attend. Cette musique qui n'appartient à personne interroge autant qu'elle fascine. Est-elle le fruit d'un hasard, d'une invention inconsciente, ou le signe d'une inspiration étrangère, échappant au cadre ordinaire ? Certains récits proviennent des rêves. De nombreux compositeurs ont affirmé avoir reçu, en dormant, des morceaux complets, parfaits, qu'ils n'avaient qu'à retranscrire au réveil. Giuseppe Tartini, au XVIIIe siècle, déclara avoir rêvé du diable jouant pour lui une sonate d'une beauté inhumaine. À son réveil, il tenta de la reproduire, donnant naissance à la célèbre sonate du diable. Mais lui-même avoua que la pièce écrite n'égalait pas la musique entendue dans son rêve. Ici, l'inspiration ne venait pas d'un effort conscient, mais d'un lieu obscur de l'esprit, ou peut-être d'un ailleurs que le sommeil permettait d'effleurer. Robert Schumann, dans ses dernières années, affirmait entendre des anges lui dicter des mélodies. D'autres fois, disait-il, c'était à des démons. Sa musique, oscillant entre extase et vertige, porte encore l'empreinte de ses voix intérieures. Était-ce la maladie, l'épuisement mental, ou bien un canal ouvert vers des chants qui ne lui appartenaient pas ? Dans ses carnets,
il confiait la conviction d'avoir été choisi pour transcrire ce qui ne venait pas de lui. Même au-delà des compositeurs célèbres, des cas troublants surgissent. En 1954, un modeste employé britannique du nom de Wilfred Mellers se réveilla avec une symphonie complète en tête, qu'il n'avait jamais étudiée ni appris à écrire. Il parvint laborieusement à noter quelques thèmes. Les musicologues qui les analysèrent furent frappés par leur cohérence, leur sophistication. Comment un homme sans formation pouvait-il produire de telles structures ? Était-ce une coïncidence, une sorte d'illumination soudaine, ou bien la réception d'un air étranger à lui ? Au-delà des rêves, il existe des lieux où la musique semble naître d'elle-même. Dans certaines grottes, le vent et l'écho produisent des sons réguliers, presque mélodiques. Les peuples anciens y entendaient en des chants des esprits. Des cavernes en Turquie ou au Mexique résonnent de vibrations harmoniques lorsqu'on y pénètre. Mais parfois, ces sons semblent aller au-delà des simples lois physiques. Des rythmes reconnaissables, des motifs répétés, comme si la roche elle-même connaissait une musique. Dans le monde moderne, l'étrangeté persiste à travers des enregistrements inexpliqués. Des stations radio dites fantômes émettent depuis des décennies des signaux répétitifs, parfois entrecoupés de voix. Certaines, comme la célèbre UVB 76 en Russie, diffusent un bourdonnement constant, ponctué de messages vocaux en russe, souvent incompréhensibles. Parmi ces bruits, des fragments sonnent comme des séquences musicales, mais sans compositeur connu. Officiellement, ce ne sont que des transmissions militaires. Officieusement, elles ressemblent à des musiques automatiques, faites pour n'être entendues par personne. Les océans aussi produisent des sons étranges, proches parfois d'une mélodie. Les hydrophones de la NOAA ont capté, en plus du fameux bloop, d'autres séquences répétitives qui ressemblent à des appels. Certains biologistes marins pensent à des chants de baleines encore inconnus, mais la tonalité et la structure semblent dépasser ce que l'on connaît. Ces chants marins demeurent une forme de musique sans auteur identifiable, comme si la mer elle-même improvisait. Il existe aussi des récits troublants liés à des personnes ordinaires. Dans certains cas de lésions cérébrales ou de crises d'épilepsie, des individus se réveillant avec la capacité d'entendre ou de composer des musiques complexes. La science parle de syndrome du savant acquis. Mais pour ceux qui en font l'expérience, la sensation est différente. Ils disent que les morceaux leur sont donnés, entiers, sans effort. Comme si leur esprit, ouvert par l'accident, captait une fréquence déjà existante. La question de l'origine de cette musique traverse aussi la tradition mystique. Dans de nombreuses cultures, on raconte que les dieux ou les esprits enseignèrent les chants aux hommes. Les chants chamaniques, transmis sans partition, sont dits avoir été entendus dans les rêves, ou dictés par les forêts, les rivières. Chez les aborigènes d'Australie, les songlines sont considérés comme des chants venus du temps du rêve, inscrivant dans la terre même des mélodies qui tracent les routes. Ici, la musique n'est pas invention, elle est révélation. Dans l'Europe médiévale, certains chants grégoriens étaient belés et décrits par les moines comme donnés directement par les anges. Les manuscrits anciens conservent des notations musicales présentées comme venues du ciel. Qu'importe que l'histoire ait exagéré, la conviction persistait que la musique la plus pure ne pouvait être humaine. Elle devait venir d'une source supérieure, échappant aux limites des compositeurs de chair et de sang. Un phénomène moderne renforce cette impression, l'oreille absolue onirique. Certaines personnes affirment entendre dans leurs rêves des symphonies si précises qu'elles pourraient en être notées à l'identique. Quelques musiciens ont réussi à en transcrire des fragments, retrouvant au matin des accords parfaits, jamais entendus auparavant. Ces rêves musicaux forment une bibliothèque invisible, dont chaque dormeur est un auditeur fugitif. Des cas plus étranges encore ont été rapportés. Des personnes qui entendent, en état de veille, des musiques répétitives venant de nulle part. Les psychiatres parlent de hallucinations musicales, souvent liées à des troubles auditifs. Mais certaines de ces mélodies sont d'une beauté raffinée, avec des progressions harmoniques que leurs auditeurs n'auraient jamais su inventer. Ces musiques intérieures demeurent comme des compagnons invisibles, mystérieusement étrangers. La question persiste. D'où vient cette musique qui semble exister sans compositeur ? Est-elle simplement le fruit du cerveau, capable de générer des combinaisons infinies ? Est-elle une mémoire collective, des fragments d'air anciens ressurgissant ? Ou bien est-elle, comme certains l'ont cru, le signe que l'univers lui-même possède une musique propre, une vibration secrète que certains entendent par accident ? La physique moderne, d'une certaine manière, rejoint cette idée.
Les astronomes enregistrent les vibrations des étoiles, traduisant leurs oscillations en sons audibles. Chaque astre produit une sorte de note, une fréquence qui lui est propre. Le cosmos entier peut être entendu comme une symphonie silencieuse. Les sondes spatiales, en captant les ondes électromagnétiques, révèlent des sons qui ressemblent à des chants, des drones, des harmoniques. Ces musiques cosmiques ne sont pas composées par l'homme. Elles existent déjà, inscrites dans la matière et l'espace. La musique que nul n'a composée est partout, dans les rêves, dans les grottes, dans les océans, dans les étoiles. Elle se tient à la frontière entre hallucination et réalité, entre biologie et métaphysique. Elle semble nous dire que le monde n'est pas muet, qu'il possède ses propres harmonies, indépendantes de notre volonté, et que parfois, sans prévenir, nous en percevons l'écho. Le temps, pour nous, est une rivière ininterrompue, une succession de jours et de nuits qui s'écoulent avec une régularité implacable. Nous mesurons son passage à travers les horloges, nous le ressentons dans la vieillesse des corps et l'érosion des pierres. Pourtant, certains récits affirment que cette rivière peut parfois se plier, se rompre, ou même engloutir ceux qui s'y aventurent. Les voyageurs qui ignorent le temps sont de ces êtres qui, volontairement ou non, se trouvent projetés hors du cours habituel, happés par une faille invisible où les heures cessent d'obéir. Dès l'Antiquité, les légendes évoquent de telles anomalies. Dans la mythologie grecque, Épiménide de Crète s'endormit dans une grotte sacrée et se réveilla 57 ans plus tard, encore jeune, alors que ses proches avaient vieilli et disparu. Les Celtes racontaient lors des histoires similaires, des hommes se rendant dans les collines féeriques revenaient après une nuit seulement, pour découvrir que des siècles s'étaient écoulés dans le monde des mortels. Ces récits, transmis de bouche en bouche, insistent sur une idée vertigineuse. Le temps n'est pas uniforme, et certains lieux ouvrent des passages vers des durées différentes. Au Moyen-Âge, plusieurs chroniques relatent des disparitions inexpliquées liées au temps. Des pèlerins disaient avoir rencontré, dans des forêts reculées, des processions lumineuses. En les suivant, ils perdirent la notion des heures. Lorsqu'ils revenaient au village, tout avait changé. Leurs maisons n'étaient plus là, leurs familles oubliées, comme s'ils avaient sauté au-dessus de plusieurs générations. Ces récits, consignés dans les monastères, étaient interprétés comme des punitions divines ou des signes de l'au-delà. Mais ils traduisent aussi une peur plus profonde, que le temps, ce que nous croyons le plus sûr, puisse soudain nous trahir. À l'époque moderne, les récits de voyageurs temporels se multiplient dans des contextes inattendus. Au début du XXe siècle, en 1901, deux enseignantes anglaises, Anne Moberly et Eleanor Jourdain, visitèrent le domaine de Versailles. Dans les jardins, elles affirmèrent avoir vu des personnages en habits oxo du XVIIIe siècle, des dames en robes à panier, des gardes en uniforme ancien. L'atmosphère, disaient-elles, était différente, comme si elles avaient franchi un voile. Plus tard, elles en vinrent à croire qu'elles avaient assisté à une scène de l'époque de Marie-Antoinette, comme un fragment du passé encore vivant. Leurs récits, publiés sous le titre « Anne Adventure », furent largement discutés, mais jamais pleinement réfutés. Les avions et les navires ont aussi été témoins d'étranges anomalies temporelles. Dans les archives de l'aviation, plusieurs pilotes rapportent des pertes de temps inexpliquées. En 1970, Bruce Gernon, un pilote privé, survolait le triangle des Bermudes lorsqu'il entra dans un nuage étrange, en forme de tunnel. À l'intérieur, son avion sembla propulsé en avant, comme aspiré. Lorsqu'il en sortit, il se retrouva beaucoup plus près de sa destination qu'il ne l'aurait dû, et les horloges indiquaient un temps bien plus court que prévu. L'homme jura que jamais il n'avait pu parcourir une telle distance en si peu de minutes. Les sceptiques parlent d'erreur de navigation, mais le pilote resta convaincu d'avoir traversé une distorsion temporelle. Les marins, eux aussi, connaissaient ces bizarreries. Certaines légendes racontent que des navires disparurent en mer, puis réapparurent des années plus tard, intacts avec des équipages qui n'avaient pas vieilli. On les surnommait les navires fantômes du temps. Bien que rares et impossibles à vérifier, ces récits ont laissé une empreinte, celle d'un océan capable non seulement d'engloutir, mais aussi de suspendre le temps de ceux qui le traversent. Les sciences modernes, sans confirmer ces récits, révèlent que le temps n'est pas aussi fixe qu'il en a l'air. La théorie de la relativité d'Einstein affirme que le temps se dilate à grande vitesse et sous l'influence de la gravité. Un astronaute voyageant près de la vitesse de la lumière reviendrait plus jeune que ceux restés sur Terre. Dans ce cadre, le voyage dans le temps n'est plus une simple fantaisie, mais une possibilité théorique. Bien sûr, les distorsions du quotidien, les minutes perdues dans un nuage, ne peuvent être expliquées par ces équations.
mais elle rappelle que notre expérience du temps n'est qu'un fragment d'une réalité plus souple. Il y a aussi ces histoires étranges de temps manquant rapportées par des voyageurs ordinaires. Des automobilistes sur des routes désertes racontent avoir vu une lumière étrange, puis s'être retrouvés des heures plus tard à des kilomètres de là, sans souvenir de leur trajet. Certains y voient quand des phénomènes liés aux ovnis, d'autres parlent d'épisodes dissociatifs. Mais tous insistent sur un point, l'impression que le temps leur avait été volé, effacé. Dans les traditions mystiques, le temps est souvent décrit comme un voile. Les soufis disent que certaines prières, certains états de conscience permettent de sortir du temps, de toucher une éternité immobile. Les moines bouddhistes parlent de méditation où la perception des heures disparaît, remplacée par une clarté intemporelle. Ces expériences, bien que spirituelles, rejoignent d'une certaine façon les récits de voyageurs perdus. Elles suggèrent que le temps n'est pas une prison, mais une construction fragile que l'on peut franchir. Certaines affaires judiciaires ou policières ajoutent une dimension troublante. Dans les années 1970, un enfant en Espagne disparut en jouant près de sa maison. Il réapparut 3 jours plus tard, indemne, sans souvenir, affirmant n'avoir été absent qu'1 heure. Ses vêtements pourtant portaient les marques du temps et son visage semblait marqué par une fatigue ancienne. Ces affaires impossibles à élucider restent dans les archives comme des anomalies insupportables pour la logique. Des expériences modernes en laboratoire ont tenté de manipuler la perception du temps. Sous hypnose, certaines personnes affirment revivre des événements en accéléré ou en ralenti, comme si leur esprit jouait avec la durée. Des expériences de privation sensorielle montrent que le cerveau humain, privé de repères, perd rapidement toute notion d'écoulement. Mais dans ces cas contrôlés, il s'agit de perception, non du temps lui-même. Les voyageurs qui ignorent le temps, eux, rapportent autre chose, une modification du temps objectif, celui que mesurent sur les montres, non seulement leur conscience. Il existe enfin une mémoire collective, faite de lieux où le temps semble plus fragile. Certains villages, certaines vallées sont réputés hors du temps. Les habitants parlent de journées qui passent plus vite, de nuits trop longues. Des randonneurs affirment y avoir marché quelques heures, pour découvrir qu'un jour entier s'était écoulé. Ces récits n'ont jamais trouvé d'explication concrète, mais ils montrent une persistance, la conviction que le temps n'est pas uniforme sur toute la Terre. Ces voyageurs singuliers, qu'ils soient héros de mythes, pilotes modernes, rêveurs ou simples témoins, partagent un peu la même empreinte. Ils reviennent changés, non pas toujours marqués dans leur corps, mais dans leur perception. Ils savent que le temps peut se dérober, se briser, se plier, et leurs récits, souvent accueillis avec scepticisme, portent néanmoins un frisson universel. Et si le temps n'était qu'un décor fragile, une illusion que certaines failles révéleront trop tôt. La pierre, pour nous, est l'image de l'immobile. Elle symbolise l'inertie, la durée, la matière figée. Pourtant, dans certaines légendes, dans quelques observations, et jusque dans des phénomènes naturels bien attestés, la pierre semble échapper à cette immobilité. Elle vit, elle palpite, elle croît. Parfois même, elle se meut. Ces pierres, qui respirent, brouillent la frontière entre l'inerte et le vivant, comme si la matière elle-même possédait un souffle secret. Dans le folklore de nombreux peuples, on parle de pierres animées. Les Celtes racontaient que certaines pierres sacrées, lorsqu'on les approchait, vibraient doucement, comme si elles répondaient à une présence humaine. En Irlande, la Liafail, ou pierre du destin, était censée crier ou résonner lorsque le roi légitime s'en approchait. Elle n'était pas seulement un bloc de granit, elle était un instrument qui parlait, une entité sensible. Dans ces récits anciens, la pierre n'est pas morte, elle est gardienne d'un souffle, d'une mémoire vivante. Plus troublant encore, certaines pierres y semblent véritablement se déplacer. Dans la vallée de la mort, en Californie, des chercheurs observent depuis des décennies les fameuses pierres qui voyagent. De lourds rochers lesment derrière eux de longues traînées dans le sable sec, comme s'ils avaient glissé seuls, parfois sur plusieurs dizaines de mètres. Longtemps, le phénomène resta inexpliqué. Aucun animal, aucune main humaine n'était là pour les pousser. On évoquait des forces mystérieuses, des magnétismes inconnus. Ce n'était que récemment que l'on comprit que, lors d'hivers rares, une fine couche de glace se forme sous ces pierres. Lorsque le soleil se lève et que le vent souffle, la glace fond et les rochers glissent lentement, laissant leurs traces. Mais même cette explication rationnelle n'éteint pas la fascination.
car voir des pierres bouger seules au milieu d'un désert demeure une vision troublante, comme si la matière s'animait d'elle-même. Les pierres respirantes, au sens propre, existent aussi dans le monde minéral. En Roumanie, dans la région de Costești, on trouve des formations étranges appelées trovans. Ces pierres, après une pluie, semblent croître comme si elles absorbaient l'eau et enfléantes. Certaines, petites au départ, atteignent au fil des décennies des tailles considérables. Les géologues expliquent le phénomène par la composition particulière du grès cimenté qui réagit à l'humidité et provoque une sorte de gonflement. Mais pour les habitants, ces pierres sont vivantes. On raconte qu'elles poussent, se reproduisent elles-mêmes et qu'elles portent en elles une respiration lente, imperceptible, mais réelle. Dans d'autres cultures, certaines pierres étaient dites chaudes ou teint froides, comme si elles possédaient un métabolisme. Les peuples andins parlaient de rochers qui pulsaient doucement la nuit, comme si un cœur invisible battait en eux. Les anciens Grecs, eux, considéraient certains météorites comme des êtres tombés du ciel, porteurs d'une énergie qui les animait. Dans les temples, ces pierres sacrées étaient traitées comme des divinités. Elles n'étaient pas adorées pour leur forme, mais pour la vie mystérieuse que l'on croyait sentir en elles. Même dans les récits modernes, la pierre garde une part d'animation troublante. Les géologues étudiant des blocs de marbre ou de granit ont observé des dilatations et contractions infimes selon les cycles de chaleur et d'humidité. Des blocs massifs peuvent littéralement respirer, gonflant et se rétractant comme une poitrine. Ce mouvement est imperceptible à l'œil nu, mais mesurable avec des instruments. Les bâtisseurs antiques le connaissaient intuitivement. Certains temples étaient conçus pour accompagner cette respiration de la pierre pour éviter les fissures. Ainsi, des édifices millénaires sont debout encore aujourd'hui parce qu'ils ont su écouter ce souffle minéral. Les pierres, parfois, portant aussi des sons. Dans certaines grottes, des stalactites et stalagmites résonnent comme des instruments lorsqu'on les frappe. Les ethnologues parlent de lithophones, pierres musicales utilisées par des peuples préhistoriques. Certaines cavernes ont servi de temples sonores où les parois vibraient sous des percussions produisant des notes graves. Là encore, la pierre devient plus qu'un bloc. Elle chante, elle répond, elle participe à une forme de vie sonore. Dans le désert du Sahara, des légendes touaregs racontent que certaines pierres bougent la nuit. Des voyageurs affirment avoir laissé des cairns bien disposés pour les retrouver déplacés au matin. Était-ce le vent, les animaux ou autre chose ? Ces récits disent que les pierres, lorsqu'elles sont entassées, cherchent leur propre équilibre, se réorganisent d'elles-mêmes. L'image d'une matière consciente qui ajuste sa place hante l'imagination. Le mystère des pierres respirantes touche aussi les fossiles. Dans certaines régions, les habitants racontent que des coquillages fossilisés grandissent encore comme si la pierre poursuivait la vie. Bien sûr, ce n'est qu'une illusion liée au dépôt de minéraux, mais pour ceux qui observent, le fossile se comporte comme un organisme qui n'a pas cessé de croître. Cette confusion entre vie et minéral nourrit depuis toujours les mythes de pierres vivantes. Des pierres sont aussi dites mouvantes dans les récits spirituels. En Éthiopie, on montre des rochers qui se balancent légèrement lorsqu'on les touche, comme s'ils étaient posés sur un souffle invisible. Des pèlerins y voient un signe sacré. La pierre, habituellement immobile, manifeste la présence divine par son mouvement. En Inde, certaines pierres rondes, appelées shivlings, sont vénérées pour leur capacité à rouler seules lorsqu'elles sont baignées d'eau. Là encore, la science parle de fluide et de pression, mais les croyants voient une respiration cosmique. Plus profondément encore, les pierres conservent la mémoire. Elles enregistrent à leur manière le passage du temps. Certaines roches émettent un bruit sec lorsqu'on les fend, comme un souffle libéré. Les géologues expliquent cela par la pression interne accumulée pendant des millénaires. Mais pour l'imaginaire, c'est la voix de la pierre, enfin libérée. Les falaises qui s'effondrent avec un grondement semblent aussi respirer leur dernier souffle. Ces phénomènes renforcent l'idée que la matière n'est pas inerte, mais qu'elle possède un rythme caché. Dans les traditions chamaniques, la pierre est considérée comme le plus ancien des vivants. Elle était née avant les plantes, avant les animaux, avant les hommes. Elle garde en elle le souvenir des âges, et c'est pourquoi elle est consultée. Certains chamans posent leurs mains sur des rochers et affirment y entendre un battement, un souffle, non pas métaphorique mais réel. Ces témoignages, transmis de génération en génération, affirment que la pierre vit plus lentement, à une échelle que nous ne pouvons pas percevoir. Pour elle, un millénaire est une respiration.
Même la science moderne, lorsqu'elle observe les cristaux, confirme à sa manière ce pressentiment. Les cristaux croissent, se forment, se réorganisent, parfois de manière presque organique. Ils se développent par couches, par rythme, comme des organismes silencieux. Dans les laboratoires, certains cristaux guérissent de leurs fissures, se régénérant par dépôts successifs. La matière semble animée d'une logique qui rappelle celle des êtres vivants, bien qu'à une échelle minérale. Ces pierres qui respirent, qu'elles appartiennent aux légendes, aux phénomènes naturels ou aux rituels, troublent parce qu'elles renversent une évidence. Ce que nous croyons inerte ne l'est peut-être pas. Ce qui nous paraît figé peut bouger, croître, répondre. La frontière entre le vivant et le non-vivant se brouille, laissant émerger une zone grise où la pierre devient presque chair. Depuis les premiers temps, l'homme a sculpté des visages dans la pierre, des corps dans le marbre, des formes dans le bois. Les statues sont nées pour représenter, pour témoigner, pour garder mémoire des dieux, des héros, des ancêtres. Mais parfois, elles dépassent leur rôle d'image figée. Dans certains lieux, elles semblent habitées d'une présence, veillant encore après des siècles. Ces statues qui veillent en dessous sont des seuils, des gardiennes silencieuses, comme si la matière avait retenu quelque chose du vivant qu'elle imite. Dans l'île de Pâques, les Moai dressent encore leurs silhouettes massives, alignées sur les collines. Hautes de plusieurs mètres, sculptées dans le tuf volcanique, elles fixent l'horizon avec un regard immobile. Pour les habitants anciens, elles étaient en plus que des statues. Elles incarnaient entre autres les ancêtres, portant leur mana, cette énergie vitale qui protège et guide. Les explorateurs européens qui les découvrirent furent frappés par leur présence silencieuse, leur puissance muette. Aujourd'hui encore, ceux qui se tiennent devant elles ressentent une impression d'être observés, comme si les Moai ne se contentaient pas de regarder le ciel, mais guettaient le visiteur. Les statues antiques partagent ce même mystère. À Memphis, en Égypte, se trouvait le colosse de Ramsès II, couché désormais au sol. Les habitants de la région disaient qu'il émettait parfois des sons, comme des gémissements au crépuscule. Les archéologues parlent de fissures dans la pierre qui résonnent avec le vent. Mais pour ceux qui l'entendaient, c'était la voix du roi qui continuait de parler, 1000 ans après sa mort. De même, les colosses de même nom, près de Luxor, étaient célèbres dans l'Antiquité pour leurs chants matinaux. Au lever du soleil, l'une des statues émettait un son, perçu comme une mélodie divine. Des voyageurs grecs et romains en firent le récit, affirmant avoir entendu la pierre chanter. Dans les temples grecs, certaines statues des dieux étaient dites animées. Les fidèles rapportaient que, dans certaines circonstances, elles transpiraient, pleuraient ou bougeaient imperceptiblement. Les sceptiques parlaient de manipulation de prêtres, mais ces récits furent nombreux et persistants. Le philosophe Pausanias rapporte par exemple que la statue de la déesse Héra à Samos changea mystérieusement d'expression au cours d'une cérémonie. Pour les anciens, la frontière entre image et présence divine était mince. La statue n'était pas un objet mais un réceptacle. Au Moyen-Âge, les cathédrales gothiques se peuplèrent de statues qui semblaient elles aussi veiller. Les gargouilles, au visage monstrueux, observaient les passants depuis les hauteurs, comme des guetteurs. Les fidèles voyant en elles non seulement des ornements, mais des protecteurs. Elles détournaient le mal, fixant le monde de leurs yeux immobiles. Dans certaines églises, les statues de saints étaient réputés accomplir des miracles, bouger légèrement, incliner la tête, fermer ou ouvrir les yeux. Les chroniques médiévales regorgent de ces récits, pris très au sérieux par les populations. Même à l'époque moderne, des statues semblent défier l'immobilité. Dans la basilique de Guadalupe, au Mexique, des fidèles affirment avoir vu des statues de la Vierge ouvrir les yeux ou bouger les lèvres. Des enquêtes furent menées, certaines révélant des illusions d'optique, d'autres des explications liées à la lumière et à l'ombre. Mais pour ceux qui assistèrent à ces phénomènes, il ne s'agissait pas d'illusions, c'était la matière qui s'animait, la pierre ou le bois qui s'éveillait. Il existe aussi des statues qui semblent respirer par leur réalisme. L'extase de Sainte Thérèse, sculptée par Bernin, est si vivante que beaucoup, en la voyant, disent sentir un souffle, comme si le marbre vibrait. Les statues de Michel-Ange, avec leurs muscles tendus, paraissent prêtes à se mouvoir. Ces œuvres troublent parce qu'elles abolissent la frontière entre le vivant et l'inerte. L'illusion est si forte que l'œil, un instant, croit à une vie cachée. Dans d'autres contextes, la présence des statues est liée à des phénomènes inexpliqués. Au Japon, certaines statues de Jizo, protecteurs des enfants, sont réputées changer de position au fil des nuits. Les habitants déposent des offrandes, convaincus que la statue marche la nuit pour protéger les âmes perdues. Des photographies montrent parfois des différences infimes.
un bras légèrement déplacé, une inclinaison modifiée. Était-ce l'effet du temps, du climat, des mains humaines anonymes, ou bien la trace d'un mouvement propre? Les statues funéraires ajoutent encore à ce mystère. Dans certains cimetières anciens, des visiteurs rapportent avoir vu des statues d'anges pleurer, leurs joues marquées de traces semblables à des larmes. La pluie et l'érosion expliquent ces marques, mais l'effet demeure saisissant, un visage de pierre qui pleure sur les morts, comme s'ils partageaient leur douleur. Dans d'autres lieux, des statues se couvrent mystérieusement de lichens qui dessinent des visages supplémentaires comme si la pierre se dotait d'une double expression. Certaines statues sont aussi réputées protéger des lieux de façon active. À Malte, une statue de la Vierge aurait, selon des habitants, incliné la tête avant une explosion durant la Seconde Guerre mondiale, avertissant les fidèles de se mettre à l'abri. Dans d'autres récits, des statues auraient arrêté des balles ou résisté à des incendies quand tout autour d'elles fut détruit. Ces histoires sont difficiles à prouver, nourrissent néanmoins l'idée que la matière sculptée veille, qu'elle n'est pas simple décor mais gardienne. Les statues antiques, lorsqu'elles sont découvertes après des siècles d'oubli, dégagent aussi une étrange impression. Les archéologues qui exhumèrent dans les guerriers de Xi'an en Chine décrivirent une sensation de foule silencieuse, comme si des milliers de soldats de terre cuite attendaient encore leur ordre. Chaque visage, unique, fixait l'horizon avec intensité. Ces statues, bien qu'inertes, semblaient en former une armée toujours en alerte, prête à servir. Leur alignement, leur nombre, leur individualité donnent l'impression d'une vie suspendue, d'un temps gelé mais encore présent. La science, bien sûr, explique beaucoup de ces phénomènes. Les fissures, les sons de pierre, les illusions d'optique, les effets d'érosion ou d'humidité. Mais même avec ces explications, la sensation demeure. Certaines statues semblent nous regarder. Leurs yeux creusés dans la matière paraissent suivre nos mouvements. Ce phénomène psychologique est connu, mais il agit toujours. Devant une statue, l'homme se sent observé, comme si la pierre gardait une conscience silencieuse. Cette impression pourrait être la clé du mystère. En sculptant des visages, nous avons donné à la pierre l'apparence de la vie. Et dans ce transfert, quelque chose s'opère. Nous attribuons à l'inerte une vigilance, une attention. Pourtant, certains cas dépassent cette simple projection. Car quand une statue chante, bouge ou pleure, elle franchit la frontière. Elle devient plus qu'un miroir. Elle devient un témoin. Il est des forêts que l'on traverse sans crainte, des forêts ouvertes, parcourues de sentiers, traversées de lumière. Mais il en est d'autres dont l'ombre semble plus épaisse, où les arbres forment un labyrinthe et où l'air lui-même paraît chargé d'une présence. Ces forêts-là ne sont pas seulement des lieux géographiques, elles sont des seuils, des frontières vers un espace où les repères se perdent. Ceux qui y pénètrent parfois ne reviennent pas. Les récits anciens comme les témoignages modernes abondent, tous racontant une même chose. Certaines forêts semblent avoir le pouvoir d'absorber les hommes. Au Japon, la forêt d'Aokigahara s'étend au pied du mont Fuji. Ces arbres denses empêchent la lumière de pénétrer, ces racines tordues recouvrent un sol de lave poreuse. Les boussoles y perdent parfois leur nord, perturbées par la composition minérale du terrain. Depuis des décennies, on la surnomme la mer d'arbres, mais aussi la forêt des suicides. Chaque année, des des promeneurs s'y perdent ou y mettent enfin à leur jour. Les autorités ont installé des panneaux suppliant les visiteurs de ne pas s'aventurer seuls. Les rares chemins disparaissent vite dans l'épaisseur, et ceux qui s'enfoncent trop loin racontent une impression singulière. Le silence y est presque total, absorbant jusqu'au bruit de leurs propres pas. Pour les traditions locales, Aokigahara est hanté par les yurei, des esprits tourmentés qui attirent les vivants pour qu'ils partagent leur sort. En Roumanie, près de Cluj-Napoca, se trouve la forêt de Oia-Bațiu, réputée comme l'une des plus étranges d'Europe. Les habitants disent qu'elle est le triangle des Bermudes de Transylvanie. Les arbres y poussent de manière anormale, leurs troncs se tordant en spirale ou formant des angles impossibles. Les visiteurs rapportent des sensations de malaise, des maux de tête, une désorientation brutale. Certains affirment avoir vu des lumières dans le ciel au-dessus de la clairière centrale, ou entendu des voix venues de nulle part. Des légendes racontent que ceux qui s'y enfoncent disparaissent parfois sans laisser de traces, ou réapparaissent des années plus tard sans souvenir du temps passé. Dans les traditions celtiques, les forêts profondes étaient souvent décrites comme des lieux de passage vers l'autre monde. Les druides parlaient de clairières interdites, où l'on pouvait rencontrer des êtres féeriques, mais au prix d'un retour incertain.
Celui qui franchissait ces seuils risquait de revenir changé, vieilli ou fou, ou de ne jamais revenir. Dans le folklore breton, certaines forêts étaient indites habitées par des korrigans et des dames blanches qui détournaient les voyageurs de leur chemin pour les égarer à jamais. Ces récits pansements transmis oralement rappelaient aux hommes qu'il existait des espaces où l'on ne devait pas pénétrer sans protection. En Allemagne, la sombre réputation de la forêt noire est nourrie de contes où les voyageurs disparaissent. Ces sentiers denses, ces vallées profondes et ces ombres persistantes ont inspiré les frères Grimm. Les contes de Hansel et Gretel ou du Petit Chaperon Rouge, tous parlent de forêts où l'on s'égare, où la maison ne se retrouve plus. Ces histoires, nées d'une réalité géographique, la difficulté de se repérer dans une forêt immense, portent aussi une dimension symbolique. La forêt comme lieu où l'identité se perd. Plus loin encore, en Amérique du Nord, certaines forêts ont la réputation d'engloutir les marcheurs. Dans le Vermont, la région du Bennington Triangle est marquée par une série de disparitions inexpliquées entre 1945 et 1950. Des randonneurs, des chasseurs, un étudiant, une vieille femme, tous disparurent sans laisser de traces. Les recherches ne donnèrent en rien, pas même un vêtement, pas même une empreinte. Les habitants racontaient que la montagne de Glastonbury était maudite, que les esprits des forêts y dévoraient ceux qui s'y aventuraient. Même aujourd'hui, certains évitent ces lieux par peur d'une force qui y résiderait encore. Les Amérindiens, eux, parlaient donc de forêts sacrées où il ne fallait pas entrer. Certaines zones étaient considérées comme des lieux d'épreuves spirituelles où l'homme risquait de rencontrer non seulement des esprits bienveillants, mais aussi des présences trompeuses. Les chamans avertissaient, ce qui vit dans ces forêts n'est pas toujours destiné aux humains. En y entrant sans préparation, on risquait d'y laisser son esprit, son orientation, parfois sa vie. Des récits modernes ajoutent à ce mystère. Des randonneurs en Europe comme en Amérique racontent des expériences de temps manquant. Ils entrent dans une forêt en pleine journée, marchent pendant quelques heures, et lorsqu'ils ressortent, la nuit est déjà tombée, bien plus tôt que prévu. Leurs montres semblent avoir perdu plusieurs heures, ou au contraire en avoir gagné. Ces témoignages, difficiles à vérifier, résonnent avec les vieilles histoires d'anomalies temporelles liées au bois. La forêt devient un lieu où le temps, lui aussi, se perd. Certaines forêts sont marquées par une géologie singulière. En Pologne, la forêt tordue de Gryfino rassemble environ 400 pins, dont les troncs se courbent à angle droit près du sol avant de remonter droit vers le ciel. On ignore encore l'origine exacte de cette forme. Certains pensent à une intervention humaine, d'autres à un phénomène naturel. Mais se promener dans cet endroit donne l'impression que les arbres eux-mêmes suivent une logique étrangère. On y marche comme dans une sculpture géante, une œuvre naturelle qui déroute l'esprit. Il y a aussi les récits d'animaux disparus dans ces lieux. Dans certaines forêts du Canada, des chasseurs affirment avoir perdu leurs chiens, partis dans les bois et jamais revenus, comme si la forêt les avait avalés. Les légendes locales parlent d'êtres invisibles qui protègent les bois contre l'intrusion. Ces récits renforcent l'idée que certaines forêts ne tolèrent pas la présence humaine, qu'elles se défendent en égarant, en absorbant. Des phénomènes plus étranges encore sont rapportés. En Roumanie, dans Oia Bațiu, des photographes ont capté des silhouettes translucides, des visages surgissant dans la brume comme si la forêt projetait ses propres habitants invisibles. D'autres affirment avoir ressenti des brûlures, entendu des rires ou vu des lumières colorées danser entre les arbres. Même les scientifiques qui y ont installé des instruments ont enregistré des anomalies électromagnétiques et des radiations plus élevées que la normale. La forêt ne se contente pas d'égarer. Elle semble vibrer d'une énergie que nul n'explique. La littérature et les récits populaires ont conservé cette fascination. Dante, dans sa Divine Comédie, commence son voyage dans une selva oscura, une forêt obscure où il se perd. Shakespeare, dans Le songe d'une nuit d'été, place ses personnages dans une forêt où les règles ordinaires s'effacent. La forêt devient un théâtre de l'étrange, un lieu où les identités changent et où la logique humaine ne tient plus. Ces forêts où l'on ne revient pas résonnent profondément avec une peur archaïque, celle de se perdre. L'homme moderne, habitué aux routes et aux cartes, oublie que l'orientation est fragile. Un détour, un sentier manqué, et la forêt se referme. Dans son immensité, l'individu se dissout. Mais au-delà de la peur rationnelle de l'égarement, il y a une sensation plus subtile, celle que la forêt est vivante, qu'elle possède une volonté, qu'elle choisit parfois de retenir.
Ceux qui racontent avoir traversé ces lieux en reviennent changés. Ils parlent de silence oppressant, d'un sentiment d'être observé, d'une fatigue inhabituelle. Certains disent même avoir senti que la forêt leur demandait de partir. Pour ceux qui n'écoutent pas, le risque est de ne jamais retrouver la sortie. Les déserts semblent, au premier regard, vides et silencieux. Étendues de sable ou de pierre, horizons brûlés par le soleil, terres arides où rien ne bouge. Pourtant, ceux qui les traversent rapportent souvent une impression inverse. Le désert n'est pas muet. Il parle, il chante, parfois il murmure. Ce souffle discret qui se cache dans les dunes a nourri depuis des siècles les légendes et l'inquiétude des voyageurs. Les déserts ne sont pas seulement des espaces de solitude, ils sont des lieux de voix invisibles. Les anciens chroniqueurs arabes parlaient tant du sifre, ces bruits étranges qui s'élèvent des dunes. Les caravaniers disaient entendre des voix humaines, des chœurs, parfois des instruments, alors qu'ils étaient l'un seul au milieu du sable. Certains y voyaient Ra'a et djinns, ces esprits du désert qui accompagnent ou trompent les voyageurs. D'autres pensaient que les âmes des morts parlaient à travers le vent. Le phénomène était si répandu que des poètes en firent un motif récurrent. Les dunes ne sont jamais vraiment désertes, elles portent la mémoire des hommes qui s'y sont perdus. La science moderne a étudié ces sons et leur a donné un nom, les dunes chantantes. Dans certaines régions, comme au Maroc, en Chine ou en Namibie, des dunes émettent un bourdonnement grave, presque musical, lorsque le sable glisse sous l'effet du vent ou du pas des voyageurs. Ce son peut durer plusieurs minutes, avec une intensité surprenante, se répercutant à plusieurs kilomètres. Des enregistrements montrent des fréquences stables, proches parfois d'un orgue. Le phénomène est dû au frottement des grains de sable très secs et uniformes, qui vibrent en résonance. Mais entendre un désert entier résonner comme un instrument reste une expérience saisissante. Le désert de Badai Njaran, en Chine, est connu pour ses dunes chantantes parmi les plus puissantes du monde. Lorsqu'une avalanche de sable se déclenche sur leurs flancs, le son produit ressemble à un grondement sourd, une note tenue qui enveloppe l'espace. Les moines bouddhistes de la région disaient que c'était la voix des esprits de la montagne, les gardiens du désert qui s'exprimaient entre. Même après explications scientifiques, beaucoup continuent de voir dans ces chants une présence surnaturelle. Mais il existe d'autres sons moins explicables. Des voyageurs au Sahara affirment avoir entendu des voix claires, parfois des chants, sans qu'aucune caravane ne soit visible à l'horizon. Certains chercheurs parlent d'un phénomène acoustique. Le sable et l'air chaud transportent les sons sur de longues distances, les déformant, donnant l'impression qu'ils viennent de tout autour. D'autres, cependant, soulignent que certains de ces récits décrivent vraiment des voix intelligibles, des phrases dans des langues inconnues, des chœurs qui s'interrompent brusquement. Ces murmures restent suspendus entre illusion et mystère. Dans le désert de Gobi, des légendes mongoles racontent que les esprits des guerriers défunts hantent les steppes. Des voyageurs affirment avoir entendu la rumeur d'une armée, le bruit de sabots et de cris, au milieu d'un silence absolu. Ces récits rappellent que le désert, vaste et vide, peut devenir une scène sonore étrange, où l'imaginaire et la perception se confondent. Les déserts ne se contentent pas de murmurer, parfois ils semblent parler directement. Au Chili, dans l'Atacama, l'un des lieux les plus arides du monde, des chercheurs travaillant de nuit disent avoir entendu des sifflements réguliers, semblables à des voix. Les capteurs n'ont enregistré aucune source mécanique. L'hypothèse la plus probable reste des déplacements de sable et des vibrations amplifiées par les roches. Mais pour ceux qui les ont entendus, il s'agissait d'autre chose, une communication, brève et dérangeante. Il faut aussi rappeler la dimension psychologique. Dans l'immensité désertique, le voyageur privé de repères visuels et sonores devient plus sensible. Le silence intense peut produire des hallucinations auditives. Le cerveau, cherchant des motifs, transforme le vent en voix, les grondements en paroles. Ce phénomène explique sans doute certains témoignages. Pourtant, cela n'enlève rien à leur puissance, car pour celui qui marche seul au milieu des sables, le murmure entendu est bien réel, qu'il vienne du monde ou de l'esprit. Des chercheurs ont aussi observé que certaines pierres du désert produisent des sons lorsqu'elles se réchauffent ou se refroidissent brutalement. Les roches se fissurent légèrement, émettant des craquements, parfois des notes claires. Dans les nuits glacées du Sahara, les dunes résonnent de petits bruits secs, comme des chuchotements. Dans les jours brûlants, certaines falaises vibrent sous l'effet de la chaleur. Ces sons naturels s'ajoutent aux murmures du vent, créant une ambiance où l'inerte semble parler.
Le désert a toujours été un lieu spirituel, choisi par les prophètes et les ermites pour chercher une vérité. Moïse, Jésus, Mahomet, tous ont connu des révélations dans les solitudes arides. Là où il n'y a plus de repères, les voix intérieures deviennent plus fortes. Les textes sacrés décrivent ces voix comme divines, mais elles s'accordent avec l'expérience universelle. Dans le désert, on entend ce qu'on n'entend pas ailleurs. Que ce soit le souffle de Dieu, l'appel des djinns ou l'écho du vent, le murmure y est inévitable. Des phénomènes modernes ajoutent une couche de mystère. En 2018, des chercheurs ont enregistré dans le désert de Kizilkoum, en Ouzbékistan, un son prolongé qui ne correspondait à aucune cause connue. Une vibration grave, régulière, audible à plusieurs kilomètres. Les instruments ne purent déterminer son origine exacte. Le son dura plusieurs heures, comme une plainte lointaine. Les habitants l'interprétèrent comme un présage. Les scientifiques parlèrent d'une résonance géologique. Mais aucune certitude ne fut trouvée. Dans les traditions touareg, on raconte que les dunes sont habitées par des esprits qui chuchotent aux voyageurs isolés. Les nomades disent que ces murmures peuvent conduire à la folie si l'on les écoute trop longtemps. Certains initiés apprennent à reconnaître les bonnes et les mauvaises voix, celles qui guident et celles qui égarent. Ces récits rejoignent l'idée que le désert est un lieu d'épreuve, où la frontière entre le réel et l'imaginaire se brouille. On raconte aussi que certaines caravanes, traversant le Sahara, entendaient en des appels au loin et croyaient à la présence d'autres hommes. En les suivant, elles se perdaient en honte. Ces illusions sonores ont causé des disparitions réelles. Les murmures du désert ne sont pas seulement mystérieux, ils peuvent être dangereux. Ils séduisent, attirent, détournent. Les dunes chantantes, les roches qui craquent, les voix portées par le vent, les illusions de l'esprit, tous ces éléments composent une même expérience. Le désert n'était pas un vide, mais un espace sonore subtil. Il respire, il parle par bribes, il garde les traces des pas effacés. Ceux qui y marchent seuls savent qu'ils ne sont jamais totalement seuls. Le silence, en réalité, est plein de voix. Depuis toujours, l'océan attire autant qu'il effraie. Il semble illimité, mouvant, insondable. Sous ses reflets bleus et ses houles tranquilles se cache une profondeur obscure où l'homme n'a jamais eu de véritable pouvoir. Les marins connaissant ce vertige. À chaque départ, la mer promet la découverte, mais aussi la disparition. Car certaines de ces régions sont connues comme des gouffres silencieux, des espaces où l'on s'engage mais dont on ne revient pas. Ces mers sans retour nourrissent les chroniques, les légendes et les archives, dessinant un monde marin hanté par les absences. Le plus célèbre de ces lieux est sans doute le triangle des Bermudes. Cette zone de l'Atlantique, délimitée par Miami, Porto Rico et les Bermudes, a été associée à de nombreuses disparitions depuis le milieu du XXe siècle. Des avions, des navires, parfois entiers équipages, semblent s'y être volatilisés. Le vol 19, une escadrille de 5 bombardiers américains en 1945, disparut après un entraînement de routine. Les pilotes perdus décrivirent par radio une mer étrange, un ciel brouillé avant que la communication ne se rompe. Un avion de sauvetage envoyé à leur recherche disparut à son tour. Aucun débris significatif ne fut retrouvé. Depuis, la zone est perçue comme une mer piégeuse, capable d'effacer des machines entières. D'autres régions du monde partagent cette réputation. Au large du Japon, le triangle du Dragon, situé près de l'archipel d'Ogasawara, est réputé depuis des siècles pour ses disparitions mystérieuses. Les pêcheurs évitent certaines zones, parlant de navires engloutis sans tempête, de lumière surgissant des profondeurs. Dans les années 1950, plusieurs navires de recherche japonais disparurent dans cette région, relançant les rumeurs d'un équivalent asiatique du triangle des Bermudes. Mais les mers sans retour ne sont pas toujours liées à des zones géographiques précises. Parfois, elles sont des lieux ponctuels, des gouffres ou des passages redoutés. Dans l'Antiquité, les Grecs parlaient du détroit de Messine, entre la Sicile et l'Italie, comme d'un endroit hanté par deux monstres, Scylla et Charybde. Ces créatures mythiques symbolisaient les dangers du courant, des tourbillons et des rochers invisibles. Ceux qui s'y engageaient pouvaient être happés, sans espoir de retour. Derrière le mythe, une réalité, des marins engloutis, des navires fracassés par la violence des eaux. Les tourbillons géants, bien réels, ajoutent à cette impression d'engloutissement. Au large de la Norvège, le maelstrom de Moskströmen a effrayé des générations de marins. Ces courants violents pouvaient aspirer les embarcations et les réduire en fragments. Edgar Allan Poe et Jules Verne en firent des récits tant terrifiants, mais même sans exagération littéraire, ces tourbillons demeurent une menace concrète.
Ils incarnent l'image même de la mer sans retour, une force qui absorbe et ne relâche rien. Les abysses marins, eux aussi, symbolisent ce point de non-retour. Certaines zones de l'océan atteignent des profondeurs telles que tout ce qui s'y enfonce disparaît à jamais. La fosse des Mariannes, à plus de 11 000 mètres, est un gouffre où la pression écrase toute matière fragile. Les rares submersibles qui s'y sont aventurés parlent d'un silence absolu, d'une obscurité totale. Si un navire ou un avion s'y perd, aucune technologie humaine ne peut aller le récupérer. Ces fosses sont les vrais tombeaux de la mer, lieu de disparition irrévocable. Parfois, la mer semble engloutir sans même livrer une tempête. En 1872, le navire Mary Celeste fut retrouvé dérivant, intact mais vide. L'équipage s'était volatilisé. Pas de lutte, pas d'incendie, pas de naufrage. Les cales étaient pleines, les voiles prêtes. Ce n'était pas la mer qui avait brisé le navire, mais elle avait pris les hommes, les effaçant du récit. Les mers sans retour ne prennent pas toujours les bois et les cordages. Elles réclament surtout des vies. Les disparitions d'explorateurs maritimes résonnent encore. Sir John Franklin partit en 1845 avec 2 navires, Erebus et Terror, pour chercher le passage du nord-ouest dans l'Arctique. Ils ne revinrent jamais. Des années plus tard, on retrouva des vestiges, des journaux interrompus, quelques corps figés dans la glace. Mais les navires, eux, restèrent introuvables pendant plus d'1 siècle. Ce n'est qu'au XXIe siècle qu'ils furent retrouvés, préservés dans les eaux glacées. Les marins, eux, n'avaient jamais quitté la mer. Leurs âmes restaient associées à ces eaux gelées, marquant l'Arctique comme une mer de disparition. Certains lacs eux-mêmes sont considérés comme des mers sans retour. Le Loch Ness en Écosse, célèbre pour son monstre légendaire, est aussi un lieu de disparition inexpliquée. Des bateaux de petite taille y auraient sombré sans jamais être retrouvés. La profondeur du lac, plus vaste qu'on ne l'imagine, permet à des épaves de s'y cacher à jamais. Les légendes ont ajouté la présence d'un être mystérieux, mais le vrai mystère demeure l'absence de preuves tangibles des disparus. Dans l'océan Indien, des histoires circulent sur des navires perdus entre Madagascar et les côtes africaines. Les archives coloniales mentionnent des escadres entières disparues sans survivants. Leurs coques n'ont jamais été retrouvées. Ces disparitions sont souvent attribuées à des tempêtes soudaines, mais leur caractère répété nourrit l'idée que certaines eaux réclament un tribut invisible. Les mythes rejoignent parfois la réalité. Les marins grecs racontaient que l'Atlantide s'était engloutie d'un seul coup dans la mer, entraînant ses habitants dans un monde sans retour. Les légendes scandinaves parlaient de Ron, la déesse des océans, qui jetait ses filets pour capturer les hommes. Ces récits ne sont pas des fantaisies isolées. Ils expriment une intuition profonde, celle que la mer est une entité capable de retenir, de ne jamais restituer. Même aujourd'hui, les disparitions en mer restent fréquentes. Chaque année, des navires modernes, malgré le GPS et la technologie, disparaissent sans laisser de traces. Des cargos entiers se volatilisent. Leurs signaux cessent, leurs coques ne sont jamais retrouvées. Dans un monde saturé de surveillance, ces absences rappellent que la mer conserve encore son pouvoir d'effacement. Certains plongeurs, explorant des épaves, rapportent aussi une sensation étrange, comme si la mer elle-même les observait. Ils parlent de bruits sourds, de vibrations, de présences invisibles. Dans les mers profondes, l'homme ne domine pas. Il est toléré, et parfois il n'est pas rendu. Ces mers sans retour forment une mémoire négative. Elles n'offrent pas d'histoires à raconter, mais des silences. Chaque disparition, chaque absence devient une énigme qui nourrit l'imaginaire. Ce ne sont pas seulement des naufrages, mais des effacements. Comme si l'océan possédait des portes secrètes, des passages qu'il ouvre et referme à sa guise. Le temps est l'axe sur lequel repose notre existence. Nous le croyons régulier, mesurable, domestiqué par les aiguilles qui tournent, par les cadrans lumineux qui rythment nos journées. Pourtant, certains objets censés le refléter semblent parfois se rebeller. Des horloges s'arrêtent au moment d'une mort, d'autres avancent ou reculent sans raison. Certaines refusent, tout simplement de fonctionner là où elles sont placées. Ces anomalies fragiles troublent, car elles touchent à ce que nous considérons comme l'ordre le plus fondamental, la marche du temps. Depuis des siècles, les récits abondent. Dans les campagnes d'Europe, on disait que les pendules s'arrêtaient lorsque l'âme quittait une maison. Au moment du dernier souffle, les aiguilles cessèrent de tourner, comme si le temps lui-même se figeait pour marquer la séparation. Les chroniques familiales rapportent des dizaines d'histoires semblables. Une montre arrêtée à l'heure exacte d'un décès, un carillon qui refuse de sonner après un enterrement.
La science invoque l'usure, les coïncidences, mais pour ceux qui les vivent, ces arrêts en sont des signes. Dans certaines traditions, on allait même jusqu'à couvrir les horloges lors d'une veillée funéraire afin que leur mécanique ne soit pas troublée par la présence de la mort. On craignait que l'horloge ne se bloque, que son battement ne soit absorbé par le passage de l'âme. Car une horloge, dans sa régularité, est perçue comme un cœur mécanique. Si ce cœur s'interrompt, c'est tout l'espace-temps de la maison qui se trouble. Les horloges célèbres n'échappent pas à ce destin étrange. La grande horloge de Prague, chef-d'œuvre médiéval, fut à plusieurs reprises frappée de silence mystérieux. Au cours des siècles, elle s'arrêta sans raison apparente, parfois durant des années, malgré des réparations minutieuses. Chaque arrêt coïncidait avec des périodes de crise dans la ville, guerre, incendie, famine. Pour les habitants, l'horloge n'était pas seulement un mécanisme, elle reflétait l'état même de la cité. Lorsqu'elle refusait de compter, c'est que la ville elle-même était suspendue. Au XIXe siècle, lors de la mort d'Abraham Lincoln, la grande horloge de la gare de New York aurait cessé de fonctionner exactement à l'heure de son assassinat. Des témoins rapportèrent que plusieurs montres de poche présentes dans la salle funèbre se figèrent elles aussi. Était-ce une légende amplifiée par l'émotion collective ? Peut-être. Mais le fait que ces récits soient transmis montre bien une intuition partagée. Le temps et la vie sont liés d'une manière plus intime que ne le dit la science. Dans les maisons anciennes, certains parlent d'horloges qui refusent obstinément de marcher, malgré les réparations. On les remonte, on change leur ressort et pourtant, elles s'arrêtent au bout de quelques minutes, comme si la pièce où elles se trouvent rejetait la mesure du temps. Ces horloges immobiles deviennent des objets maudits, déplacés de maison en maison sans jamais retrouver leur cadence. Dans certaines familles, elles sont conservées comme des reliques silencieuses, témoins d'un temps refusé. La science contemporaine observe aussi des anomalies troublantes dans la mesure du temps. Les horloges atomiques, censées être les plus précises au monde, enregistrent parfois de minuscules décalages inexpliqués. Ces variations sont si faibles qu'elles n'affectent pas la vie quotidienne, mais elles rappellent que même la technologie la plus avancée ne parvient pas à capturer le temps de manière absolue. Le temps est une dimension fuyante, et nos instruments, si sophistiqués soient-ils, n'en saisissent qu'un reflet imparfait. Certaines expériences de physique révèlent qu'elles s'attêtent des bizarreries encore plus dérangeantes. Lorsqu'on déplace une horloge atomique dans un avion ou dans un satellite, elle ne bat plus au même rythme que celles restées au sol. La relativité d'Einstein prédit ce phénomène. Le temps s'écoule différemment selon la vitesse et la gravité. Mais pour l'esprit humain, cela reste vertigineux. Nos horloges, censées refléter une régularité universelle, montrent en réalité que le temps n'est pas unique. Il se dilate, se contracte, il refuse d'obéir à une seule cadence. Mais ce sont surtout les récits populaires qui donnent chair à ces anomalies. Dans certains villages, on raconte que les horloges s'arrêtent un pendant toujours dans une maison particulière, quelle que soit leur origine. Les habitants parlent de lieux hors du temps. On y perdrait la notion des heures, et les horloges, comme vivantes, refuseraient d'y marquer leur course. Ces histoires, difficiles à vérifier, traduisent cependant une angoisse, celle de vivre dans un espace détaché de la rivière temporelle commune. Dans le domaine de l'aviation et de la navigation, on rapporte aussi des pertes de temps inexpliquées. Des pilotes affirment que leurs montres se décalent brutalement, en avance ou en retard, sans raison. Certains y voient des erreurs d'instruments, mais d'autres parlent de véritables failles temporelles. Ces témoignages rejoignent ceux des voyageurs disparus, où le temps semble se plier, laissant des montres qui refusent d'obéir aux lois connues. Les traditions ésotériques donnent une autre lecture. Elles affirment que certaines horloges peuvent être habitées. Dans le spiritisme du XIXe siècle, on pensait que les esprits se manifestaient en perturbant les mécanismes, arrêtant les pendules, provoquant des retards. Allan Kardec, fondateur du spiritisme, évoquait déjà ces phénomènes comme des signes d'une interaction invisible. Pour les médiums, une horloge qui s'arrête sans raison n'est pas une panne, c'est un message. Il existe aussi des témoignages où les horloges semblent anticiper un événement. Dans un manoir anglais du Yorkshire, une horloge familiale s'arrêterait systématiquement quelques jours avant un décès dans la lignée. Ce phénomène, consigné dans des journaux locaux, ne fut jamais expliqué. Était-ce une superstition ou bien une coïncidence répétée sur plusieurs générations ? L'idée qu'un objet puisse savoir ce qui va se produire nourrit une inquiétude profonde.
Les horloges monumentales, elles aussi, semblent parfois se rebeller. Le Big Ben de Londres s'arrêta plusieurs fois au cours de son histoire, parfois pour des raisons mécaniques connues, parfois sans explication claire. Chaque fois, la presse et les habitants y virent un présage. Guerre, catastrophe, changement imminent. Le battement régulier d'une horloge publique est un symbole de stabilité. Lorsqu'il se brise, c'est tout un peuple qui ressent une faille dans le cours du temps. Même les montres personnelles portent ce mystère. De nombreuses familles possèdent des montres qui s'arrêtent toujours à la même heure ou qui refusent tôt de fonctionner pour une personne en particulier. Certains affirment que leur corps perturbe le mécanisme, que leur magnétisme intérieur bloque les ressorts ou épuise les piles. Des témoignages récurrents parlent d'individus incapables de porter une montre car toutes cessent rapidement de fonctionner à leur poignet. Ce phénomène, encore mal compris, suggère un lien étrange entre le corps et la mesure du temps. Enfin, certaines œuvres d'art renforcent cette impression d'horloge récalcitrante. Les peintures de Salvador Dali, avec ses montres molles, traduisent une vérité profonde. Le temps, que nous croyons fixe, est en réalité malléable, incertain. Les horloges, en refusant de compter, ne font peut-être que révéler cette fragilité. Elles rappellent que notre confiance dans leur régularité est une illusion. Derrière les aiguilles, le temps demeure insaisissable. Il arrive que la pierre, matériau inerte, garde l'empreinte de traits humains. Non pas seulement sous la main des sculpteurs, mais d'une manière plus étrange. Des visages apparaissent, surgissent de la matière brute, comme si elle avait choisi de conserver des regards, des expressions. Ces visages retrouvés dans la pierre déroutent. Certains relèvent de l'art ancien, mystérieux par leur origine. D'autres, inexplicablement, se forment sans intervention humaine. À travers eux, la matière semble parler un langage muet, rappelant que les pierres ne sont peut-être pas aussi silencieuses qu'on le croit. En Espagne, dans le village de Belmez de la Moraleda, une maison devint célèbre dans les années 1970 pour ce qu'on appela les visages de Belmez. Sur le sol de ciment, des formes apparurent, dessinant des traits humains. Des yeux, des bouches, des profils surgissant de la matière, se modifiant au fil des jours. Les habitants et les visiteurs affirmaient voir de nouveaux visages apparaître, tandis que d'autres s'effaçaient lentement. Les tentatives pour nettoyer, recouvrir ou même détruire les surfaces ne firent que déplacer le phénomène. Des enquêtes furent menées, certains y virent une supercherie, une manipulation chimique. Mais les analyses ne confirmèrent jamais totalement l'hypothèse. Pour beaucoup, ces visages étaient authentiques, des présences qui se manifestaient dans la pierre elle-même. Des cas semblables, plus anciens, se retrouvent dans des récits médiévaux. Dans certains monastères, on racontait que des visages apparaissaient sur les dalles, surtout après des événements tragiques. Ces figures, souvent considérées comme des signes divins ou démoniaques, inspiraient en la crainte. Les pierres devenaient en des témoins, incapables d'oublier ce qui s'était produit. On disait qu'elles avaient absorbé l'image de ceux qui y avaient souffert, comme si elles s'étaient chargées de mémoire. La nature elle-même semble parfois se prêter à ces apparitions. Dans certaines falaises, les randonneurs distinguent des visages immenses, sculptés par l'érosion. Ces silhouettes naturelles, que la géologie explique par le hasard des fractures et des ombres, impressionnent néanmoins par leur ressemblance avec des traits humains. Le mont Rushmore, sculpté par l'homme, n'est que la version volontaire d'un phénomène que la nature produit seule. Dans les Alpes, dans les Andes, dans les déserts, des visages veillent sur les vallées comme des géants endormis. Il existe aussi des pierres plus petites, trouvées dans des champs qui portent des formes faciales. Les archéologues hésitent parfois à les classer. S'agit-il d'artefacts humains, de sculptures primitives ou de simples coïncidences géologiques ? Dans certains cas, la ressemblance est trop forte pour être ignorée. On parle alors de pierres-visages, objets hybrides entre nature et culture. Elles intriguent car elles suggèrent une intention, mais sans trace de main humaine. L'art rupestre participe aussi de ce mystère. Dans des grottes, des visages sont dessinés ou gravés, mais parfois d'une manière qui semble dialoguer avec les formes naturelles de la roche. Comme si les peintres préhistoriques avaient de vue dans les aspérités de la paroi un visage latent qu'ils n'avaient eu qu'à souligner. Ces œuvres vieilles à de dizaines de milliers d'années révèlent peut-être que l'homme n'a pas inventé ces visages, mais les a reconnus dans la pierre, révélant ce qu'elle contenait déjà. Dans d'autres contextes, ces apparitions prennent une dimension spirituelle. Certains pèlerinages sont liés à des pierres censées porter des visages saints.
Des fidèles y voient dans l'image de la Vierge ou du Christ, apparus spontanément dans la roche. Des foules viennent prier devant ces empreintes naturelles, convaincues qu'elles sont des signes. Même lorsqu'une explication rationnelle existe, dépôts minéraux, jeux de lumière, la conviction demeure. La pierre a choisi de montrer un visage. Le phénomène psychologique de la pareidolie explique en partie cela. L'esprit humain est programmé pour reconnaître des visages, même dans des formes aléatoires. Mais ce mécanisme n'annule pas l'étrangeté, car ces visages ne se limitent pas à de vagues silhouettes. Certains sont précis, expressifs, semblant porter des émotions. Les témoins parlent de regards insistants, de sourires figés, parfois de grimaces inquiétantes. Ces visages de pierre ne sont pas neutres, ils semblent habités. Dans certaines traditions, on dit que la pierre absorbe l'énergie des lieux. Si des émotions fortes s'y sont inscrites, douleur, peur, ferveur, elles peuvent laisser des traces. Les visages seraient alors l'émergence visible de cette mémoire. Ainsi, des champs de bataille anciens sont parfois entourés de récits affirmant que des visages apparaissent dans les pierres après la pluie, comme si la terre rendait les visages de ceux qui y sont tombés. Les scientifiques qui ont étudié les visages de Belmez, par exemple, ont proposé des hypothèses chimiques. Certains pensent que des réactions entre l'humidité et les composants du ciment produisaient des images par hasard. Mais cette explication peine à rendre compte de l'évolution des visages, de leur transformation progressive comme s'ils suivaient un cycle de vie. La pierre ici semblait vivante, changeant ses propres motifs. En Amérique du Sud, des légendes parlent de statues inachevées qui finissent par compléter elles-mêmes leurs traits. Des tailleurs de pierre auraient abandonné des sculptures, mais des générations plus tard, on dit qu'on trouva les visages terminés, sans intervention humaine. Ces récits, peut-être embellis par la tradition orale, révèlent une conviction profonde. La pierre, laissée seule, finit par devenir visage. Il existe aussi des phénomènes liés au séisme. Après certains tremblements de terre, des habitants affirment avoir vu des visages apparaître sur des murs de pierre fissurés. Les fractures et les ombres dessinées dessinent des yeux, des bouches, des expressions. Ces apparitions étaient souvent interprétées comme des présages, des avertissements. Dans la mémoire populaire, la pierre ne se contente pas de se briser. Elle parle. Les musées eux-mêmes conservent des pierres énigmatiques. Certaines statuettes ou blocs gravés, d'origine incertaine, représentent des visages qui ne ressemblent à aucun style connu. Les archéologues hésitent à les classer, les attribuant à des civilisations inconnues ou à des falsifications anciennes. Mais pour ceux qui les observent, ils portent une présence singulière. Ce ne sont pas seulement des objets, ce sont des regards figés portés depuis des siècles. Ces visages retrouvés dans la pierre suscitent une impression persistante, celle d'une matière qui observe. Ils transforment l'expérience de la pierre, la faisant passer de simple décor à interlocuteur. Devant eux, on se sent vu. Et c'est peut-être cela qui trouble le plus, que l'inerte semble nous renvoyer notre propre image, mais avec un silence qui n'est pas le nôtre. Il existe des lieux, des instants, des phénomènes où le plus grand mystère ne se manifeste pas par un éclat, une apparition ou une voix, mais par l'absence. Le silence, loin d'être vide, possède une densité troublante. C'est une matière invisible qui entoure les hommes, un espace qui semble plein de quelque chose qu'on ne peut nommer. Ce silence, plus ancien que nos histoires, accompagne tous les mystères, comme leur ombre la plus persistante. Dans les déserts glacés de l'Antarctique, ce silence est absolu. Les explorateurs qui s'y sont aventurés racontent que, par temps clair, on n'entend rien. Pas même le vent, pas même un craquement de glace. Le monde entier semble suspendu, comme s'il retenait son souffle. Certains en éprouvent une angoisse immédiate, d'autres une paix écrasante. Mais tous conviennent que ce silence n'est pas un simple manque de son. C'est une présence, une densité presque palpable, qui pèse sur le corps comme une main invisible. Dans les profondeurs marines, les submersibles rapportent une impression semblable. Plus on descend, plus les bruits d'eau s'effacent, remplacés par un silence liquide qui semble envelopper l'esprit. Là où la lumière ne pénètre plus, le silence devient presque une substance. Certains plongeurs parlent d'une hallucination. Ils croient entendre des battements, des voix étouffées, mais ce n'est que leur propre corps qui résonne dans l'absence totale. L'océan à grande profondeur ne parle pas, il absorbe, et ce silence d'une intensité inhumaine donne l'impression d'un gouffre qui pense. Le silence est aussi lié à la mort. Dans les chambres funéraires des pyramides, dans les hypogées étrusques, dans les catacombes, on ressent ce même poids.
Les archéologues qui s'y aventurent évoquent une atmosphère différente, comme si l'air était chargé d'une mémoire invisible. Le silence des morts n'est pas neutre. Il a une tonalité, une couleur. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est une suspension, comme si le temps avait cessé de s'écouler dans ces couloirs. Certaines traditions religieuses ont reconnu cette force du silence. Les moines chartreux, dans leur cloître, vivent dans un silence presque total. Pour eux, ce n'est pas une privation, mais une révélation. Dans le silence, disent-ils, on entend ce qui demeure derrière les mots. Les mystiques de toute tradition ont décrit cette expérience. Au-delà des prières, au-delà des chants, se trouve un silence qui n'est pas vide mais plein, un silence qui vibre d'une présence indicible. Il existe aussi des lieux réputés pour leur silence inexplicable. En Italie, certains ermitages creusés dans la roche sont connus pour absorber le son. Une parole prononcée s'y éteint immédiatement, comme avalée par la pierre. Les visiteurs en ressortent qu'un troublés, affirmant avoir senti le silence entrer en eux. En France, dans certaines églises romanes, on remarque que les sons s'étouffent au lieu de résonner, comme si les murs avaient peut-être été conçus pour contenir l'écho plutôt que le prolonger. Ces silences architecturaux nourrissent en l'impression d'un espace autre, un espace où la parole n'a pas droit de séjour. Dans le domaine scientifique, certains laboratoires ont tenté de recréer le silence absolu. Les chambres anéchoïques, conçues pour absorber tous les sons, offrent une expérience vertigineuse. Ceux qui y pénètrent n'entendent plus rien de l'extérieur. Très vite, leurs propres bruits intérieurs surgissent. Le battement de leur cœur, le souffle de leur respiration, parfois même le bruit du sang circulant dans leurs oreilles. Ce silence total devient insupportable. Quelques minutes suffisent en follow pour provoquer malaise, désorientation, angoisse. L'expérience montre que l'homme n'est pas fait pour supporter l'absence de son. Le silence parfait révèle une vérité dérangeante. Nous avons besoin du bruit du monde pour nous sentir vivants. Mais le silence qui demeure dans les récits mystérieux n'est pas celui des laboratoires. Il n'est pas technique mais existentiel. C'est le silence qui suit un phénomène inexplicable. Les témoins d'OVNI, par exemple, décrivent souvent un silence soudain au moment de l'apparition. Les animaux cessent bon de bouger, les insectes se taisent, le vent tombe. L'air devient lourd, comme chargé d'électricité. Ce silence précède ou accompagne l'étrange, comme si le monde retenait son souffle face à l'inconnu. Les disparitions mystérieuses laissant-elles aussi derrière elles un silence particulier. Dans les familles, le vide sonore devient plus lourd que l'absence physique. Les maisons se remplissent d'un silence qui n'était pas là avant, un silence qui porte le contour de la personne disparue. On dit parfois que ce silence est plus éloquent que n'importe quel signe, car il ne s'efface pas. Il reste persistant, comme une ombre sonore. Dans certaines villes désertées, on retrouve cette même densité. Pripyat en Ukraine, abandonnée après la catastrophe de Tchernobyl, est décrite comme un lieu saturé de silence. Les oiseaux y sont rares, les rues vides amplifiaient le moindre pas. Le silence y devient presque un personnage, rappelant l'absence humaine. Des visiteurs racontent que ce silence est plus oppressant que la ruine elle-même, car il dit, sans mots, que le temps s'est arrêté. Le silence joue aussi un rôle dans les forêts mystérieuses. Ceux qui se perdent dans Oya Batyu ou Aokigahara rapportent que le plus troublant n'est pas l'obscurité, mais l'absence de son. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas de craquements, comme si la forêt elle-même s'était figée. Ce silence ressenti comme artificiel déclenche une peur archaïque. L'homme sait que la vie se trahit toujours par du bruit. Quand tout se tait, c'est qu'une force inhabituelle agit. Dans l'histoire des arts, certains créateurs ont tenté de capturer ce silence. Le compositeur John Cage, avec son œuvre 4 minutes 33, invitait les musiciens à ne jouer aucune note. Ce qui reste alors, c'est le bruit ambiant, mais entendu comme musique. Le silence n'est jamais absolu. Il est habité par des sons que nous ne percevons pas d'ordinaire. Cage montrait que le silence est une présence déguisée, une profondeur où l'oreille s'ouvre autrement. Il y a enfin le silence cosmique, celui que les astronomes scrutent depuis des décennies. Malgré les radiotélescopes, malgré les milliards d'étoiles, nous n'entendons rien. Pas de message clair, pas de voix des étoiles. Ce silence interstellaire trouble les chercheurs. Les probabilités disent que nous ne sommes pas seuls et pourtant, l'univers se tait. Ce silence pourrait être un choix, une loi ou une illusion. Mais il demeure comme une barrière invisible entre nous et le reste du cosmos. Les mythes anciens parlaient déjà de ce silence.
Les Grecs racontaient que les oracles ne parlaient en main qu'après de longs silences, comme si l'absence de parole était point nécessaire pour préparer la révélation. Dans la Kabbale, le silence est une dimension divine, au-delà du langage. Dans le bouddhisme, il est la vérité ultime, plus profond que tous les mots. Le silence n'est pas une fin, mais une présence pure. Ce silence qui demeure ne se limite donc pas à une absence sonore. Il est le résidu de tous les mystères. Là où une énigme se présente, là où un phénomène échappe à l'explication, c'est lui qui reste. Les voix disparaissent, les horloges s'arrêtent, les statues se taisent, les mers engloutissent. Et après tout cela, il ne reste rien d'autre qu'un silence, dense et persistant. Il laisse le dernier témoin, l'ultime gardien.